Nous allons nous pencher ce soir sur la question de l'indépendance des médias. Peut-on réellement tout dire, tout écrire dans la presse en Belgique et plus globalement en Europe? Quels sont les sujets tabous? Pourquoi certaines informations ne font-elles jamais la une ou les gros titres des journaux? Est-ce que tous les citoyens ont la possibilité de s'exprimer dans les médias? Et quelle est l'influence du pouvoir sur les médias? Voilà, ça a commencé à travailler sur cette question des médias. J'ai été fort inspiré par un livre que je conseille vivement, qui s'appelait Manufacturing Consent, qui a été traduit depuis La fabrique du consentement, je pense, de Noam Chomsky et d'Edward Terman. Ils analysaient justement le filtrage de l'information. Est-ce qu'un fait va arriver au public aux États-Unis ou en Europe, ou est-ce qu'il va être filtré? Est-ce qu'il va y avoir des freins, des barrages qui vont empêcher que l'info arrive au public? Et leur analyse a inspiré celle que j'ai faite, que j'ai développée dans le livre Attention Média, qui était une première tentative en Europe de faire ce que j'ai appelé un test média, vérifier les médias sur parole. Vous savez, en fait, la démarche elle a été inspirée de Test Achat. Test Achat, vous savez, on examine de temps en temps la composition du produit, si ce qui est annoncé est bien respecté, si on trouve le contenant qui est annoncé. Et donc, l'idée, c'était de tester ce que les médias nous disaient lors d'un événement historique très important, la première guerre du Golfe contre l'Irak, donc 90-91. Et avec une série d'amis, on a relu tout ce qui avait été publié par Le Soir, qui était mon journal de référence, et Le Monde, et on a revisionné les JT de la RTBF, de RTL, de TF1, et à l'époque, France 2 s'appelait Antenne 2. On a regardé tout ça et on a fait un constat qui a donné, dont le résultat est écrit ce bouquin Attention Média, et où le constat était très sévère, à savoir qu'on nous avait vraiment désinformés et qu'on avait appliqué ce que Anne Morelli, dans un autre ouvrage, a appelé les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire tout faire pour que l'opinion suive une guerre décidée par son gouvernement pour des raisons qui ne sont pas forcément les raisons qu'on annonce. Et ce constat-là, il a eu un peu d'impact. Je dois dire qu'à l'époque, le seul média qui a accepté le débat là-dessus, Le Soir, par la bouche de son rédacteur en chef, a totalement refusé d'avoir jamais un débat avec moi là-dessus. Le Monde et les autres télés ont refusé. Et la seule qui a accepté un débat, c'est la RTBF, surtout en radio, et plus tard après aussi un peu en débat. Et même la revue interne de la RTBF m'a demandé de faire un article sur ce qui s'était passé. Mais globalement, le constat avait été catastrophique. Et donc, je ne vais pas développer ici ce que j'ai appelé les différents médias mensonges, qui était un terme qui avait été inventé, développé par un journaliste de la RTBF, Gérard de Sélis. Mais après ce constat de tous ces médias mensonges, il me semblait que ça confirmait l'analyse de Chomsky et Herman, que les infos sont filtrées par 4 facteurs. Premièrement, la propriété privée des médias de production, c'est-à-dire que les grands empires de presse qui existent maintenant en France, en Europe, aux États-Unis, dans la plupart des pays du monde, qui sont en croissance, ces empires de presse sont la propriété de gens très particuliers et particulièrement riches. C'est-à-dire que si vous voulez lancer un grand quotidien de diffusion internationale ou une télé, il faut être vraiment quelqu'un de très riche. Donc ça veut dire que l'info est dirigée par une catégorie bien précise de la population qui a des intérêts bien particuliers. Alors évidemment, on va dire qu'il y a aussi les médias publics et qu'eux ne sont pas aux mains de milliardaires, c'est exact. Mais le deuxième filtre intervient très fort là-bas, c'est que c'est la publicité. C'est-à-dire qu'aucun média, surtout dans la période depuis les 20-30 dernières années, aucun média n'est rentable sans publicité. Dans le temps, il y avait un quotidien britannique le plus à gauche, qui avait le plus grand lectorat. Et comme il était très à gauche, il n'avait pas de budget publicitaire, ben il a fermé faillite, il a fermé boutique tout simplement.
Donc la publicité, c'est les grands budgets des multinationales, et forcément, ça a une influence de filtrage sur le contenu. Vous n'allez pas publier des révélations sur les crimes des multinationales pétrolières au dos d'une page où il y a une page entière de publicité pour Total ou pour Exxon. De même dans les médias audiovisuels. Donc ça, c'est un filtrage, à mon avis, très important. Le troisième filtrage, ce sont les liens entre les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques. Je pense qu'au niveau de certains dirigeants, de certains journalistes vedettes aussi, vous avez un copinage et des intérêts très très liés économiquement et des relations de sources qui se font. On avait d'ailleurs demandé à des journalistes de l'audiovisuel public d'analyser quelle était la source des infos qu'ils donnaient. C'était massivement des communiqués du gouvernement, des entreprises, des partis politiques, des différentes institutions. Et donc ça a une influence très forte. Et le quatrième filtrage, c'est celui de l'idéologie dominante, à laquelle on est évidemment on donne tous prise, moi y compris. Je veux dire, quand on est dans une société avec une éducation, avec une école, avec des médias qui ressassent forcément des idées dominantes, on est pris dedans, il y a tout un travail critique à faire pour aller voir si on n'a pas à en sortir. Je voudrais donner un exemple, et on va conclure par là. Juste un petit exemple. J'ai eu l'occasion d'avoir un débat récemment à la RTBF sur la Libye, et à un moment donné, j'ai dit que les États-Unis, la France, etc., voulaient quand même la guerre quelque part parce qu'il y avait eu une proposition de médiation pour faire des pourparlers, pour imposer un cessez-le-feu. Et le présentateur m'a dit qui a lancé l'appel à la médiation. J'ai dit Hugo Chavez, et à ce moment-là, il y a eu un éclat de rire sur le plateau, journalistes et présentateurs compris. Hugo Chavez, un clown, quoi. Et je me suis rendu compte, mais donc en Belgique, si vous avez un débat à la télévision avec des politiciens ou avec la plupart des journalistes qui nous informent, c'est considéré comme un clown. Et c'est considéré que cette idée qu'il y aurait eu moyen d'arrêter la guerre en Libye par des négociations, c'est une farce. Bien, allez en Amérique latine et demandez-leur ce qu'ils pensent qui est une farce. Et ils vous diront qu'Hugo Chavez, c'est au contraire pour un espoir, qu'il a réussi à tenir ses promesses à faire du social pour les gens. Ici, on démolit le social, là, il en construit. Et que c'est vraiment une espérance. Et que c'est en Occident, en Europe, qu'on est tombé sur la tête, y compris à faire la guerre en Libye, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan et toutes sortes de conneries. Donc, on est, nous, dans un ethnocentrisme qui fait qu'on pense qu'en Europe, on sait tout, on a toujours raison, et qu'en Afrique, en Amérique latine et ailleurs, ils doivent prendre exemple sur nous, et que, voilà. Donc c'est un exemple d'idéologie dominante dans laquelle on est pris et on doit vraiment avoir du recul par rapport à tout ça. Je voulais donc dire qu'il y avait un système de filtrage, propriété, publicité, liaison et idéologie dominante, mais je voudrais dire que j'ai parlé des médias et que je n'ai pas parlé des journalistes. Il y a une distinction très importante à faire. Beaucoup de journalistes sont d'accord avec l'analyse que je viens de faire et ne sont pas contents de devoir travailler dans un système où effectivement ils n'ont pas, à mon avis, toute la liberté de pouvoir en parler. Voilà. C'est pas tout à fait faux, surtout sur les deux derniers éléments. On peut considérer comme filtre, on pourrait discuter du terme aussi filtre. Reste que pour répondre à la question, peut-on réellement tout dire, tout écrire dans la presse en Belgique et plus largement en Europe aujourd'hui, la notion de filtre induit déjà que volontairement, pratiquement, on ne sait pas qu'on peut pas, c'est qu'on veut pas. Là-dessus, moi, je suis moins d'accord, évidemment. Je pense que dans notre pays, en tout cas, je parle pour la Belgique francophone, si on veut, on peut écrire tout, on peut dire tout, du moment qu'on a des informations. On parle d'abord de publication d'informations, de diffusion d'informations. Le débat, l'édito, la prise de position, qui fait partie du journalisme, est une autre chose. Si on a l'info, je parle du soir, puisque c'est ce que je connais bien, maintenant depuis bientôt 20 ans, en 20 ans, je n'ai jamais, ni au service Monde, ni au service politique, ni comme rédacteur en chef adjoint,
ni comme chef d'édition, ni comme responsable du supplément Victor, ni comme responsable du cahier polémique aujourd'hui, rencontrer quelqu'un qui a empêché un journaliste de donner une information du moment qu'elle correspondait à une forme d'éthique que nous avons au Journal Le Soir. Je peux le dire autrement. On peut tout dire, on ne doit pas tout dire. Je pense que le journaliste ne doit pas tout écrire, ne doit pas tout diffuser, il doit tout savoir, il doit avoir des informations, parce qu'elles peuvent un jour expliquer plein de choses sur des gens, sur des événements, sur des démissions, sur des nominations, sur des conflits d'intérêts, sur des collisions, sur des divorces, sur tout ce qu'on veut. Mais qui ne doit pas forcément les lâcher tout de suite, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui, au moins dans un premier temps, relèvent de la sphère privée des personnalités publiques qui sont concernées, et que diffuser cette information comme ça n'aurait pas d'autre objectif peut-être que de vouloir nuire à cette personnalité quelle qu'elle soit. On a un autre type de règle qui est on ne donne pas forcément la parole à tout le monde. Je parle toujours du Journal Le Soir. C'est ce qu'on appelle le cordon sanitaire, qui est beaucoup débattu en interne. On estime le cordon sanitaire, c'est en fait on ne donne pas d'interview, on n'accorde pas, on ne demande pas d'interview aux représentants de l'extrême droite. Ça se débat, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord en interne, mais pour l'instant, ça reste la règle. On décrypte leur programme, on décrypte leur discours, mais on ne leur donne pas la parole, pour des raisons historiques qu'on pourra éventuellement évoquer. Au-delà de ça, je pense qu'on peut faire, depuis sans doute 30 ans, 40 ans, plein de reproches au soir pour ne pas avoir diffusé certaines infos, peut-être simplement parce qu'on ne les avait pas parce qu'on n'a pas voulu et qu'on s'est dit sous pression interne, qu'elle soit de la pub ou qu'elle soit d'un patron, qui chez nous aussi est plutôt bien nanti, mais qui intervient en fait pas du tout dans le contenu rédactionnel en termes justement de ça on dit pas. Il intervient avec sa génération d'une autre façon, parce que moi j'appelle sa génération, on pourra peut-être aussi le préciser plus tard, mais c'est pas comme en France où clairement il y a des rapprochements à faire entre des patrons de presse et des hommes politiques. Au soir, honnêtement, M. Marchand, qui est l'administrateur délégué de Rossel, je ne pense pas que c'est lui qui passe un filtre quelconque le type d'information qu'on doit passer. Même chose pour la pub. En revanche, et c'est là que je rejoins Michel, pas juste parce que les journalistes sont forcés parfois d'obéir à certaines consignes, mais parce que pour des raisons de talent, de génération, de moyens, on n'a peut-être pas toujours les informations qu'on devrait avoir, et donc celles qui émanent d'autres sources que ce qu'on peut appeler les canaux officiels, les communiqués de presse, les conférences de presse, les grands raouts, je me souviens notamment de l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie, où il y avait le porte-parole de l'OTAN qui est devenu une vraie star, parce que c'était lui qui informait les gens à Bruxelles, gens de presse qui avaient des collègues sur le terrain par ailleurs. Je pense plutôt qu'on a une presse qui n'est pas toujours la plus douée aujourd'hui pour pouvoir sortir des sentiers battus, aller voir si les informations qu'on nous donne de façon officielle sont les bonnes, vérifier, gratter, confronter. Je pense que ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai, jusqu'au soir. Je le déplore et je le regrette. Pour l'aspect, pas copinage, mais en tout cas relation, qui à force du métier peut-être se tisse entre un type de source et le journaliste qui est censé les traiter, c'est pas faux. Pour autant, je reste convaincu que peu de journalistes, au nom d'une amitié ou d'une relation plus amicale, plus proche qu'ils ont eu avec un homme politique, un artiste, un sportif, ont délibérément caché des informations qui concernaient cette source. Je pense que dès lors que le journaliste a l'information, l'a vérifiée, a estimé l'impact que pouvait avoir sa divulgation,
d'expression. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, et je vous le dis en regardant droit dans les yeux, je peux me tromper, mais c'est ce que je crois, 90% des médias francophones, au moins belges, donnent l'information. Est-ce que les médias sont libres? Je pense qu'ils ne l'ont jamais été autant dans l'histoire de l'humanité. Tout dépend de ce qu'on entend par libre, du point de vue juridique, du point de vue politique. Il est vrai que toute forme de censure, dans nos pays, en tout cas, dans les quelques rares pays qui ont le privilège de pouvoir s'appeler démocratiques, une quarantaine de pays de par le monde, c'est pas tellement, on vit dans un régime où juridiquement la presse est libre. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'intervention du pouvoir d'État. On est libre de dire tout ce que l'on veut. L'éditeur, en tout cas, le responsable, le propriétaire du moyen de diffusion, du moyen de médias, est libre de diffuser n'importe quel message et il est même libre de dire n'importe quoi. Et ça arrive. Est-ce que pour autant l'indépendance de l'information est garantie? Ça, c'est une autre question. Lorsqu'on a établi les grandes règles juridiques qui dirigent, en quelque sorte, qui régissent la liberté de la presse, on pensait surtout à la liberté d'expression. C'était une forme de la liberté d'expression. C'est-à-dire, c'était le droit de diffuser des idées. Mais les législateurs ne se sont pas beaucoup penchés sur la question de savoir si le public recevait une information solide, diversifiée, vérifiée et indépendante. Et donc, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui est la loi des reins, si vous voulez? Ce n'est pas la loi, c'est le marché. Et c'est de plus en plus et exclusivement le marché. Les médias, ou du moins les médias mainstream, entendons-nous, parce qu'on vit dans un univers où la liberté d'expression est multipliée par la présence de toute une série de techniques de diffusion nouvelles, Internet, etc. Et donc, je reçois chaque semaine la livraison de Michel Collomb, donc il y a énormément de personnes qui peuvent avoir accès à énormément d'autres personnes et diffuser énormément de contenus très intéressants grâce à des développements techniques nouveaux. Mais quand même, on peut dire que l'opinion publique, les représentations sociales, les représentations mentales sont très largement tributaires des médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire en grande partie essentiellement la télévision, en premier lieu, en deuxième lieu la presse imprimée, la radio. Et ça reste, et même ça se renforce comme médias les plus influents dans notre société. Or, on doit bien constater que le problème dans ce système économique des médias, c'est le processus de sélection et de hiérarchisation de l'information. Comment se fait-il? Comment se produit-il ce processus? Comment est-ce qu'on choisit ce qu'on va donner comme information et comment est-ce qu'on hiérarchise en importance ces différentes informations entre elles? Alors en Belgique, on a la chance d'avoir des médias mainstream qui sont, je dirais, exclusivement médias. Ce n'est pas du tout le cas en France, où les grands éditeurs de presse ou de télévision sont avant tout des industriels. Bouygues, travaux publics, Dassault, armement, Lagardère, armement, Bolloré, logistique publique et privée, tous étroitement liés au pouvoir en place, etc. Chez nous, c'est absolument pas le cas. Tous les éditeurs, y compris les éditeurs étrangers qui agissent sur le territoire belge, sont des éditeurs de presse, point à la ligne. Bertelsmann, qui est le principal acteur du marché médiatique en audiovisuel en Belgique francophone, c'est un éditeur allemand, mais qui ne fait que de l'édition. Sanoma, un éditeur finlandais, qui édite notamment Télémoustique, enfin Moustique, et toute une série de magazines féminins et autres, c'est un éditeur. Il ne fait que de l'édition. Rossel ne fait que de l'édition. C'est les compagnies, Sud-Presse, etc. IPM, qui publie La Dernière Heure et les Belgique, ne fait que de l'édition, etc. Donc on est, de ce point de vue-là, dans une situation où l'intervention directe des intérêts industriels et financiers dans le secteur des médias est très limitée. Mais le fonctionnement même de l'univers médiatique, celui-là doit être questionné. C'est cette question de la sélection et de la hiérarchisation des informations.
Et là, on doit bien constater que de plus en plus, dans les médias mainstream, dans les médias dominants, et principalement dans la télévision, qu'elle soit publique ou privée, on fait ce choix en fonction d'objectifs du marketing, d'objectifs stratégiques, et non pas en fonction du retentissement intrinsèque des événements qui sont rapportés. Donc, on va choisir de traiter de tel ou tel sujet parce qu'on pense qu'il est vendeur, parce qu'on pense qu'il est fédérateur, parce qu'on pense qu'il est générateur d'audimat ou de tirage, de plus en plus. Et ça, même de manière inconsciente, les journalistes participent à cette espèce d'évolution vers la marchandisation croissante de leur métier, en partie consciemment sous la pression de leur direction, parce qu'il faut vendre, il faut conserver sa part de marché, il faut conserver sa part d'audimat, mais aussi par, je dirais, une sorte de compétition intellectuelle tout à fait compréhensible entre confrères qui cherchent évidemment à avoir la meilleure audience, ou le meilleur scoop, ou le meilleur tirage possible. Comme paradoxalement, au même moment, on assiste à une détérioration des conditions de travail. On est, en Belgique, francophone, à un niveau de journalistes qui ont un statut d'indépendant, c'est-à-dire qui payent eux-mêmes leurs cotisations sociales, qui peuvent être licenciés du jour au lendemain sans préavis, qui sont entièrement dépendants des médias pour lesquels ils travaillent. On est à un niveau de 22,5%. C'est plus que dans tous les autres secteurs de l'économie, où pourtant il y a de plus en plus ce type de dérégulation et où on fait appel à des sous-traitants qui sont sous statut d'indépendants, etc. 18% en moyenne, je pense que François Chicha pourra me confirmer. Dans la presse, 22,5%. Donc on est au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces journalistes-là sont de plus en plus pieds et poings liés aux consignes éditoriales qui leur sont données. Pour survivre, il faut faire au moins 5000 lignes par jour quand on est journaliste indépendant. Ce qui veut dire que, oui, je vais m'arrêter tout de suite, on verra là-dessus après, ce qui veut dire que la stratégie qui consiste à faire en sorte que toute la ligne éditoriale soit dirigée par le marketing, cette stratégie est d'autant plus efficace qu'il y a cette dérégulation sociale et économique, et ça a bien entendu une influence déterminante sur l'image que la société a d'elle-même, sur la manière dont les représentations mentales se constituent dans la société. Et je crois qu'on pourrait dire en terminant qu'il y a, et ça c'est le principal danger, je crois, une espèce de collusion involontaire, mais effective, entre le populisme médiatique et le populisme politique, qui est quand même croissant dans le pays d'Europe occidentale. Est-ce que pour autant, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une forme de liberté, qu'il y a des contraintes, qu'il y a des filtres, qu'il y a malgré tout une liberté de la presse soumise à des conditions qui sont extrêmement dures, notamment pour les journalistes, et c'est une magnifique corporation dont je suis content d'avoir fait partie pendant très longtemps. Est-ce que pour autant, puisque ça figurait également dans les questions qui nous étaient posées, tous les citoyens apparaissent dans le compte-rendu que l'on fait de l'information dans nos journaux, qu'ils soient télévisés, qu'ils soient radio, qu'ils soient sur papier? Oui et non. Certaines personnes ne sont jamais, je dirais, l'élément principal d'une information que dans des situations où elles sont présentées dans des postures qui sont de précarité, des postures dégradantes ou des postures dégradées. Et puis d'autres personnes apparaissent parce qu'elles manipulent mieux ou bien parce qu'elles savent mieux se présenter, parce qu'elles savent mieux répondre à ces contraintes qu'elles voient de l'extérieur et auxquelles elles ont été sans doute mieux éduquées à pouvoir répondre plus facilement parce qu'elles tiennent plus facilement tête à un journaliste, parce qu'elles savent comment se présenter à un journaliste, parce qu'elles savent quoi lui dire et peut-être commencer par ne pas répondre à sa question. Il y a et je ne vais certainement pas cracher dans la soupe, j'ai effectivement travaillé pendant et tracher aurait été un verbe extrêmement fantastique dans l'histoire, mais non, j'espère que je n'ai pas fait que du trash, je me suis en tout cas tous les jours contraint à essayer de faire bien mon métier avec des règles éthiques et déontologiques qui répondaient à ce que je pensais être une information de qualité pour un organisme de presse public, de médias publics. Il y a
malgré tout, aujourd'hui, des catégories de personnes qui sont stigmatisées par les médias dans cette course effrénée à ce qu'on appelait il y a quelques instants, et je suis tout à fait d'accord que l'émulation entre médias est quelque chose de très important parce qu'elle crée cet appel d'air, cette nécessité de voir un peu ce qui se dit ailleurs aussi pour remettre en question ce qu'on a dit soi-même quand on est journaliste, c'est très important. Il ne faudrait pas que ça me tourne mal a posteriori à n'être plus que se nourrir de ce que disent les médias. Les médias pourtant se nourrissent beaucoup de ce que disent les médias et donc ça répond en partie à une question qui était posée de savoir est-ce que tous les sujets sont traités? Ben non, il y en a qui passent à la trappe, pas parce qu'on n'a pas envie ou bien parce qu'il y a des sujets tabous ou bien il reste des sujets tabous, mais je pense qu'il y en a de moins en moins et qu'il y a toujours aujourd'hui un média de niche pour parler des sujets tabous et dans la floraison extraordinaire et exceptionnelle que vous avez l'occasion de connaître, pour la plupart vous êtes même déjà des natifs des nouvelles technologies qui aujourd'hui sont mises à disposition de tout public ou d'un large public, parce que là aussi on pourrait dire qu'il y a malheureusement des gens qui doivent vivre tous les jours avec un cadre sur la fracture numérique dont ils sont victimes et qui les éloignent de certaines sources d'informations qui leur permettraient très probablement de se faire une idée différente, d'avoir une source supplémentaire d'informations pour construire leur cheminement intellectuel à l'intérieur d'une idée et peut-être aussi d'une opinion politique, pour répondre aussi à ce que disait Jean-Jacques à l'instant. Voilà, il y a quand même aujourd'hui à votre disposition des technologies qui vous permettent presque à tous ici, en tout cas dans cet auditoire, d'être des diffuseurs de contenu et donc de participer des médias et de devenir vous-même donc diffuseur de contenu et de dire aussi tout et n'importe quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on a envie de demander à la presse de qualité et certainement aussi aux médias mainstream, parce que j'ai pas envie de les retirer du lot. Pourquoi? Parce que justement, on sait qu'ils forgent une grande partie de l'opinion des citoyens aujourd'hui et que la télévision est très présente pour ça. Alors que si vous regardez un journal télévisé à 19h30 à la RTBF ou à 19h sur RTL TVI, pour ne pas faire de sectarisme idiot, vous avez environ 2/3 de la première page d'un journal papier. Putain, ça dure quand même 30 minutes, on se dit, on a l'impression d'avoir eu beaucoup de choses, d'avoir été un peu gavé, même à certains moments, d'informations, d'images, ce qui est forme évidemment dans l'image de mise en scène aussi, qui vous est proposée. Et donc l'important aussi, c'est d'éduquer les gens à pouvoir décoder cette mise en scène dans laquelle on vous a proposé l'information, et qui me rapproche de ce que disait tout à l'heure Thierry ici. Ce qui est important, effectivement, c'est aussi de... En même temps qu'on propose des choses aux gens, et moi j'ai travaillé 20 ans à la RTBF, il y a une fois où, a posteriori, on m'a dit « Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as bien fait de dire ça ?» C'était dans un portrait que j'avais fait de Laurette Onkelings à l'époque où je présentais Matin Première et où elle était très vilipendée par les professeurs qui étaient dans la rue et où j'avais été sans doute un petit peu dur parce que j'étais un jeune journaliste et que j'avais en face de moi une ministre, ou en tout cas quand je rédigeais en face de mon écran une ministre dans mon idée, et puis quand je l'ai eu devant moi, en hors antenne, elle avait l'air quand même très fort cassée par ce que j'avais dit, et il n'y a rien à faire, les journalistes et les médias sont faits par des journalistes, et il y en a encore quelques-uns qui ont des sentiments et des émotions, et qui ressentent les choses aussi. Je rigole, il y en a beaucoup en fait. Et donc je me suis senti un peu mal à l'aise d'avoir... d'être un peu acharné, on s'acharnait déjà dans la rue, et j'ai, à la fin de cette interview, dit de la ministre que j'avais peut-être dit que c'était une dame de fer, mais qu'elle pouvait aussi présenter les aspects d'une dame de cœur à certains moments. Et là, je me suis fait ramasser par certains de mes collègues plus âgés, et j'ai trouvé que cette critique était extrêmement à la fois pertinente et intéressante. C'était pas à moi, finalement, de percer Manon Onkelings après une interview un peu difficile ou un portrait un peu difficile. Il y avait d'autres personnes pour le faire. Ça, c'était pour quelque chose que j'ai trouvé à la fois positif et qui m'a posé question. Deuxième chose, c'était là, et j'étais moins convaincu que c'était intelligent, je présentais une émission de débat télévisée qui s'appelait Opinion publique. Le sujet était un sujet de cinéma. On devait présenter finalement les bons côtés, les mauvais côtés du cinéma belge, la difficulté que c'est d'en faire, parce que c'est aussi un commerce comme l'information. Et là, on m'a changé mon plateau à une heure de l'enregistrement. Et c'était très difficile de résister, et c'est là que j'ai vu aussi, merci, c'est là que j'ai vu aussi que finalement j'avais travaillé 17 ans en radio avant de faire
2 petits tours en télévision et puis s'en vont. Et c'est vrai que j'ai vu que la pression était très forte aussi. Il faut pouvoir résister. J'ai accepté de présenter ce débat parce que l'interlocuteur qu'on m'a imposé sur le plateau, qui était une personne d'une couleur politique qui n'était pas représentée sur le plateau et que je n'avais pas trouvé bon d'inviter parce que je ne la pensais pas utile à construire un débat, j'ai accepté de présenter parce que c'était un ancien ministre de la Culture et de l'Audiovisuel et donc il y avait une raison malgré tout à ce qu'il soit présent. Je n'aurais pas présenté ce débat si ça avait été un quidam du dit parti sous prétexte que cette couleur n'était pas représentée sur le plateau. Mais il faut savoir que l'information, elle est à la fois politique, c'est un commerce, elle est aussi le reflet de ce que regardent et ce que consomment, puisque c'est un commerce, les gens en termes d'information, et elle fait effectivement injustice à certaines catégories de personnes, comme et vous allez peut-être être étonné, parce que vous avez sans doute aussi l'impression que vous y trouvez beaucoup, mais c'est parce que vous y cherchez des programmes où vous avez l'intention ou l'impression de reconnaître ceux que vous y voyez. Mais les plus de 65 ans sont représentés à 0,7% et les moins de 18 ans, très peu aussi. Donc on y voit très peu des jeunes, et on y voit très peu des vieux dans l'information, en tout cas à la télévision. Et pas assez de femmes, c'était ce qui était sur la suite de ma liste, et certainement pas assez de personnes qui représentent la diversité culturelle de notre pays quand on descend dans la rue. Ce sont des chiffres que vous pouvez trouver dans un colloque du Parlement de la communauté française récent sur l'image des jeunes dans les médias, ou bien dans un des derniers paramètres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui vient d'être diffusé. Et si vous voulez, je pourrais vous parler aussi de la position d'être à l'extérieur, dans mes nouvelles fonctions de conseiller en communication, et donc d'essayer d'interpeller les médias pour qu'ils s'intéressent à ce que vous faites, quand on a, comme moi, maintenant, désormais la mission de promouvoir la mission d'une personnalité dont le but est de défendre les droits des enfants. Donc c'est une institution, c'est aussi finalement un service public à rendre au public, et dans lequel je pense que l'éducation aux médias a une place primordiale, mais où il faut parfois jouer malheureusement des outils et des stratagèmes d'un système qui est parfois pervers, mais qui est quand même ce qu'on a fait de mieux comme la démocratie jusqu'à présent, si on est armé, j'aime pas le mot armé, mais plutôt outillé pour pouvoir l'utiliser. Il y a malgré tout aujourd'hui des catégories de personnes qui sont stigmatisées par les médias dans cette course effrénée à ce qu'on appelait il y a quelques instants, et je suis tout à fait d'accord que l'émulation entre médias est quelque chose de très important parce qu'elle crée cet appel d'air, cette nécessité de voir un peu ce qui se dit ailleurs aussi pour remettre en question ce qu'on a dit soi-même quand on est journaliste, c'est très important. Il ne faudrait pas que ça me tourne mal a posteriori à n'être plus que se nourrir de ce que disent les médias. Les médias pourtant se nourrissent beaucoup de ce que disent les médias et donc ça répond en partie à une question qui était posée de savoir est-ce que tous les sujets sont traités? Ben non, il y en a qui passent à la trappe, pas parce qu'on n'a pas envie ou bien parce qu'il y a des sujets tabous ou bien il reste des sujets tabous, mais je pense qu'il y en a de moins en moins et qu'il y a toujours aujourd'hui un média de niche pour parler des sujets tabous et dans la floraison extraordinaire et exceptionnelle que vous avez l'occasion de connaître, pour la plupart vous êtes même déjà des natifs des nouvelles technologies qui aujourd'hui sont mises à disposition de tout public ou d'un large public, parce que là aussi on pourrait dire qu'il y a malheureusement des gens qui doivent vivre tous les jours avec un cadre sur la fracture numérique dont ils sont victimes et qui les éloignent de certaines sources d'informations qui leur permettraient très probablement de se faire une idée différente, d'avoir une source supplémentaire d'informations pour construire leur cheminement intellectuel à l'intérieur d'une idée et peut-être aussi d'une opinion politique, pour répondre aussi à ce que disait Jean-Jacques à l'instant. Voilà, il y a quand même aujourd'hui à votre disposition des technologies qui vous permettent presque à tous ici, en tout cas dans cet auditoire, d'être des diffuseurs de contenu et donc de participer des médias et de devenir vous-même diffuseur de contenu et de dire aussi tout et n'importe quoi. C'est une des raisons pour lesquelles on a envie de demander à la presse de qualité et certainement aussi aux médias mainstream, parce que j'ai pas envie de les retirer du lot. Pourquoi? Parce que justement, on sait qu'ils forgent une grande partie de l'opinion des citoyens aujourd'hui et que la télévision est très présente pour ça. Alors que si vous regardez un journal télévisé à 19h30 à la RTBF ou à 19h sur RTL TVI, pour ne pas faire de sectarisme idiot, vous avez environ 2/3 de la première page d'un journal papier.
putain, ça dure quand même 30 minutes, on se dit, on a l'impression d'avoir eu beaucoup de choses, d'avoir été un peu gavé, même à certains moments, d'informations, d'images, ce qui est une forme évidemment dans l'image de mise en scène aussi, qui vous est proposée. Et donc l'important aussi, c'est d'éduquer les gens à pouvoir décoder cette mise en scène dans laquelle on vous a proposé un peu de catégories de population. Et quand je dis stigmatiser, il faut m'entendre dans le sens où la manière dont on fait de l'information oblige à diffuser des messages performants, pour utiliser un vocabulaire qui fonctionne avec notre époque de production. On a entendu les différents intervenants dire ici, oui, il y a compétition, il y a donc obligation de résultats, de produire des résultats, de produire peut-être avant les autres, et donc toutes ces conditions de travail amènent à diffuser des messages qui sont parfois parcellaires, partiaux, voire injustes ou caricaturaux, et qui ont très souvent recours aux clichés. Ce n'est pas une généralité, c'est pas toujours comme ça, mais malheureusement, sur certaines catégories de population, et par exemple les jeunes, je vous parle de ce que je connais, puisque après avoir travaillé 8 ans à la RTBF en radio, à une émission qui s'appelait Les Jeunes sans Mêle, j'ai décidé de quitter le journalisme, donc je ne suis plus journaliste aujourd'hui, je suis conseiller en communication, ça n'a plus rien à voir, si ce n'est que c'est de l'autre côté, et que j'essaie d'utiliser ce que j'ai appris d'un côté pour travailler maintenant de l'autre, en interpellant mes anciens collègues, pour essayer de voir comment on peut susciter, madame, leur intérêt pour parler de choses qui nous semblent être des causes pour lesquelles il est important de se battre. Et je pense que les droits de l'enfant sont une de ces causes, en tout cas elle l'est pour moi, et j'ai décidé de choisir ce chemin-là. Et donc, les jeunes sont aujourd'hui dans notre société, telle qu'elle est organisée, une catégorie de personnes qui est productrice de énormément de choses positives, de projets, de différentes sources de réflexion et qui peuvent véritablement et qui montrent régulièrement qu'elles sont capables de participer au débat citoyen qui dépasse largement les sujets dans lesquels on cantonne la jeunesse, qui sont souvent la musique et le sport. On a l'impression que quand on est jeune, on a juste les neurones qui fonctionnent avec ces deux catégories-là de sujets dans les médias. Et les femmes et les citoyens aussi, bien entendu, mais pour parler de ce que je connais, là on a une disparition. Les citoyens seniors, ils ne sont pas présents du tout. Or, on sait qu'ils consomment beaucoup, mais ils ne sont pas présents. Ils n'ont peut-être pas non plus spécialement envie de voir des citoyens seniors à la télévision, hein, même s'il y a aujourd'hui des spécialisations, des chaînes qui sont destinées à des publics plus âgés. Mais par exemple, les jeunes, vous avez une vision globale de la société qui va aussi avec un certain discours politique populiste dont parlait Jean-Jacques tout à l'heure, et qui est malheureusement, qui a tendance à percoler chez les partis démocratiques sur la sécurité ou l'insécurité. Il faut chercher rapidement des boucs émissaires et surtout, il ne faut pas non plus trop interroger la manière dont on fait de la politique parce qu'on n'a pas toujours de bonnes réponses faciles, performantes à donner dans 30 secondes dans un journal télévisé mais qu'il faudrait longtemps pour expliquer. Et donc, on choisit malheureusement des boucs émissaires et des victimes expiatoires dans l'info aussi. Les jeunes en sont. Qui sont présentés souvent comme des gens qui sont soit des drogués en décrochage scolaire ou de potentiels fauteurs de troubles, si pas des criminels en culotte courte. Et donc là, il y a un grand travail à faire, qui est aussi le travail, je pense, important, de positionnement par rapport à cette information-là et de recherche, de multiplication des sources. Quand on est un consommateur d'informations, il ne faut pas s'abreuver tout le temps à la même source, il faut en trouver différentes pour goûter les différentes manières de voir une information. Mais malheureusement, on n'empêchera pas toutes les injustices en multipliant les sources pour autant. C'est très compliqué. Sur la question concernant Aliaras, peut-être. On va plutôt poser la question aux praticiens, par exemple, moi je ne suis qu'un observateur, je ne suis plus qu'un observateur. Ce que je peux vous dire, c'est que ce type de sujet est effectivement sous couvert, comme on dit en jargon, parce qu'il n'est pas suffisamment fédérateur. Ça, c'est tout simple. Et je pense qu'on peut vous donner de réponses qu'en termes strictement économiques, d'économie de l'éditorial, d'économie éditoriale.
c'est un sujet qui n'est pas suffisamment fédérateur parce que la personne en question est issue de l'immigration, donc représente, ne peut pas symboliser en quelque sorte le lecteur moyen, l'auditeur moyen, le téléspectateur moyen. On ne peut pas espérer qu'on va s'identifier à lui, etc. Donc c'est pas une bonne histoire, c'est pas une histoire suffisamment simple pour qu'on puisse la raconter avec suffisamment d'émotion et suffisamment de simplicité. C'est pas une histoire suffisamment... Mais oui. C'est pas fédérateur, ça? C'est pas suffisamment fédérateur au vu de l'opinion publique majoritaire. Je ne cherche absolument pas à justifier, je cherche à vous expliquer. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord. Je vous dis, voilà pourquoi, vraisemblablement, cette histoire ne marche pas. Ce n'est pas une bonne histoire. Voilà. Sur le cordon sanitaire. Ce qui est en vigueur, c'est se dire qu'on ne met pas sur le même pied que les autres représentants politiques, ceux des partis démocratiques, les représentants des partis non démocratiques. Ça veut dire que quand il y a une campagne électorale, on interroge la plupart, par exemple, des présidents de partis, pas ceux des partis extrême droite. Si on doit faire ce qui est très en vogue pour rejoindre ce que Jean-Jacques J'espère disait, une forme de populisme qui est où vont en vacances nos politiques, c'est quoi leur livre préféré, est-ce qu'ils ont des chiens, est-ce qu'ils conduisent eux-mêmes leurs enfants à l'école, etc., etc. On ne le fera pas avec ceux-là, avec les non-démocratiques, avec l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que c'était une façon de banaliser le discours, les idées dangereuses, nauséabondes, intolérables pour nous, en tout cas aux gens de la en les incluant dans ce que d'autres font peut-être en télévision, dans des talk-shows, dans des émissions de variété, plutôt du côté néerlandophone, hein, ça se fait plus là que chez nous. Et pour l'instant, on tient bon. Ce qui m'ennuie, moi, personnellement, et une partie de la rédaction, c'est qu'encore une fois, c'est un discours alors qui pourrait valoir pour d'autres choses. On pourrait aller plus loin dès lors que c'est quelqu'un qui ne pense pas comme nous. J'apprends que l'ex-rédacteur en chef du Soir n'a pas voulu débattre à l'époque avec Michel Collomb. Alors c'est un cordon sanitaire aussi, je ne sais pas, on s'est dit, voilà, lui, non, il ne pense pas comme nous, il va nous enquiquiner, il est dingue, je ne sais pas. Donc, de Melaine, ça se pose. Plein de fois, on se dit, ok, c'est bon, là, stop. Parce qu'en plus, on reçoit beaucoup de propositions. Et de plein de gens, hein. Par moment, on se dit juste là-dessus, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui. Est-ce qu'on a le droit pour autant de ne pas donner à notre lecteur ce que M. de Melaine pense? Moi, je pense que le lecteur du Soir a le droit d'entendre ça. Si tant est, par ailleurs, on fait toujours notre métier, mais pour tout, hein, pour tous les intervenants, de recadrer, de recontextualiser. Et fort de ce que j'appelle la politique éditoriale, il y a des emplacements où le Soir prend position, bien ou pas, qui se plaisent ou pas, mais où les positions sont claires, pour moi. Dernière question, c'est vouloir ou pas, donc il y a des infos qu'on ne veut pas. Un homme politique dont on apprend la maladie, dès lors que ça ne va pas forcément l'empêcher de mener à bien sa mission, je ne suis pas sûr qu'il faille le publier. Les ennuis qu'une personnalité publique peut avoir avec son enfant, il y avait eu un cas il n'y a pas si longtemps, d'une jeune fille, une ado, fille 2, qui s'était retrouvée dans une voiture, apparemment d'un dealer, contrôle policier, le dealer, ou présumait-elle, et la fille 2 embarquées. Point barre. On a eu l'info, on l'a vérifié. Dès lors qu'on a eu l'impression que la fille 2 n'était pas dealeuse, mais consommatrice, est-ce que vraiment il fallait le publier? On a décidé de ne pas le publier. D'autres l'ont publié, bien, pas bien, est-ce qu'on a bien fait ou pas? On a en tout cas débattu et estimé qu'il ne fallait pas. Maintenant, peut-être qu'on a fait des mauvais choix plein de fois. Je répète, ça n'est pas non plus une ligne toute droite où le matin ou à midi ou au soir, on se dit ça oui, ça non. Il y a plein de débats, mais plein.
enfin, vous savez, sur le Proche-Orient, sur la laïcité, sur le Vatican, sur la gauche, sur la droite, sur la guerre, sur une rédaction, c'est aussi quelque chose qui vit. Hein. On n'est pas tous, on n'est pas un journal d'opinion, et on ne fonctionne pas tous en marchant au pas, en se disant sus à celui-là et vive celui-ci. C'est pas aussi simple. Il y a des débats, il y a des prises de position à un moment qui sont portées par les responsables des rédactions, qui sautent un jour, ou qui sont là pendant 5, 10, 15 ans, en fonction notamment des chiffres du journal et du soutien de la rédaction envers ces... Y a-t-il des sujets tabous? Pourquoi certaines infos ne font jamais la une? Je pense que c'est probablement la question centrale qui se pose ici ce soir, sur laquelle on peut essayer d'avancer. Et je pense, oui, qu'il y a des tabous dans les médias mainstream. Et en fait, s'il n'y avait pas de tabou dans les médias, ben nous, on n'aurait aucune raison d'exister. Si l'info était faite comme il fallait dans les grands médias, télé, écrit et radio, on serait inutile. La question, on va voir un peu le genre de tabou qu'il y a, et la question à se poser, c'est à cause de quel facteur? Jean-Jacques a évoqué un phénomène très important qui est la marchandisation de l'info. L'info n'est pas un but en soi dans ce système. L'info sert à vendre la pub qui est à côté. Et donc on ne peut pas passer n'importe quelle info justement parce qu'elle serait contre-productive en matière de publicité qu'on veut attirer et qu'on veut mettre en évidence. C'est clair qu'une multinationale ne va pas vouloir passer sa pub à côté de tel ou tel sujet, ni même à côté de telle ambiance. Mais est-ce que c'est seulement à cause de cette marchandisation et de la dégradation des conditions de travail des journalistes qu'il a évoqué à juste titre, qui sont un vrai problème? Plein de journalistes obligés de produire le plus vite possible du n'importe quoi, sans avoir le temps d'aller vérifier, d'enquêter, d'approfondir. De ce point de vue-là, c'est la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est l'info? Est-ce qu'il faut le voir du point de vue de la liberté du journaliste? Moi, je n'ai pas envie de me poser la question du point de vue, moi je suis journaliste et on ne m'a jamais dit ce que je devais écrire. C'est pas ça mon premier critère. Mon premier critère, c'est les gens, les citoyens, les ouvriers, les employés, les étudiants, les gens, est-ce qu'ils reçoivent l'info dont ils ont besoin, l'info à laquelle ils ont droit? Et je pense vraiment qu'il y a ce filtrage, et après seulement se pose la question pourquoi le journaliste ne l'a pas passé. Pas pu, pas voulu, pas su. C'est une question, mais après. Dans l'actualité de ces derniers temps, j'ai relevé plusieurs points d'infos qui ne sont pas passés et qui prouvent que oui, il y a un filtrage, oui, il y a un tabou. Wikileaks. Une grande partie de ce qui est dans Wikileaks, on le savait déjà avant, pas dans les médias mainstream, mais ailleurs, oui. Et s'il y avait vraiment des médias qui fassent une enquête et une investigation, je pense que la plus grande partie de ce qui est là, il y avait moyen que ça passe dans des médias. Et la question c'est pourquoi ça n'est pas passé. Les révoltes arabes, Ben Ali, Moubarak. L'autre jour, chez Ruquier, il a invité une journaliste tunisienne, je crois, qui avait publié un livre, La Reine de Carthage, dénonçant toute la corruption et la mafia de Ben Ali. Et Ruquier a eu le courage de dire « Ah oui, c'est vrai, on ne vous a pas invité avant. Et on vous invite maintenant, quand c'est tellement facile, Ben Ali, on n'en a plus besoin, on l'a jeté, tout le monde peut dire « Ah oui, c'était un pourri, un corrompu qui volait son peuple avec notre aide. » C'est trop tard. Et la question est pourquoi, avant, dans le soir, ce que Bonoanos faisait, c'était encore une exception, mais globalement, dans les médias, c'était Ben Ali, notre ami. Ben Ali, le dictateur tyran utile parce qu'il nous permet de piquer les sous de son peuple. Il faut savoir que si le peuple tunisien est dans la pauvreté, c'est parce que les ressources du phosphate profitent à des multinationales qui sont ici. Les ressources du tourisme profitent
avec des salaires de misère à des multinationales qui sont ici, et ça ne se disait nulle part. Donc la question, c'est pourquoi Ben Ali, Moubarak, et surtout ceux qui restent encore en place, pourquoi il n'y a pas des campagnes contre ces gens-là? Parce que ce sont des dictateurs utiles. Et utiles à qui? Et là, je voudrais lier à un autre tabou, oui. Ça fait 20 ans que je travaille sur les guerres des États-Unis et de leurs alliés, 20 ans que je vois les mêmes médias mensonges, avec des conséquences, et que les gens croient chaque fois que c'est une guerre humanitaire, 20 ans qu'on l'écrit, et 20 ans qu'il n'y a pas une ligne dans Le Soir, dans Le Monde, dans l'IB et partout ailleurs dans les journaux télévisés. Là, je suis un peu scandalisé, parce que les médias mensonges, ça fait des victimes, ça tue. On a, vous êtes un peu trop jeune, mais quand même, au niveau de vos parents, on a bombardé les Irakiens, les Yougoslaves, les Afghans, les Libyens, et fait encore toute une série d'autres coups d'État et autres choses du même genre, avec vos sous, en votre nom et en vous désinformant. Ça, c'est quand même le grand débat. Il y a un tabou là-dessus. On fait chaque fois des médias mensonges pour dire aux gens, oui, c'est une guerre humanitaire. Mon œil, c'est une guerre pour le pétrole, c'est une guerre pour les ressources stratégiques, c'est une guerre pour que les États-Unis restent les maîtres du monde, avec l'Europe complice plus ou moins. Donc, il faudrait quand même pouvoir le dire. Et ça, nous, on l'écrit, mais pas seulement nous. Des gens comme Chomsky, des gens comme Jean Bricmont, comme Anne Morelli, toute une série d'autres, on écrit des faits bien précis qui sont, sur chacune de ces guerres, le contraire de ce qu'il y a au JT de la RTBF, au JT de la RTL encore plus, de ce qu'il y a dans Le Soir, dans Le Monde et dans l'IB, et ça passe pas. Il pourrait au moins de temps en temps dire, bon, allez, l'info c'est peut-être pas si simple, sur chaque info importante il y a deux points de vue, enfin, il faut faire un débat sur est-ce que c'est vrai l'info qu'on a eue sur cette guerre, ou est-ce qu'il y a un autre son de cloche. Et ça ne se fait pas. Je m'explique, je lis Le Soir depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à 6 ans en suivant le Tour de France pour voir qui avait gagné l'étape de la veille, je lis Le Soir tous les jours, et il n'y a pas eu une seconde sur tout ça. Et je ne vais pas oublier les questions, mais elles vont être bien situées là-dedans, mais j'ai encore un point très important à dire. On a publié l'an dernier un livre, Israël, parlons-en, parce qu'on estimait que c'était vraiment le grand tabou, le sujet de désinformation, sur lesquels, pour commencer, on a fait un vidéo-trottoir dans la rue, ici à Flagey, à l'ULB d'ailleurs, et on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous savez sur l'histoire, sur ceci? Et on a remarqué que les gens qui regardent la télé, qui lisent les journaux, qui écoutent la radio, il y avait vraiment zéro comme connaissance sur l'histoire d'Israël. Que Israël est un État de colonialisme qui a pratiqué les nettoyages ethniques pour chasser toute une population de son territoire, les gens ne le savent pas. Après 60 années d'information, ça pose question, ça. Et donc on a fait ce bouquin pour apporter les faits et les connaissances sur l'histoire et sur le présent. Pourquoi Israël, qui est un État colonial, donc une dictature par définition, chassant une population de son territoire, pourquoi les gens ne savent pas tout ça? Combien de lignes y a-t-il eu dans la presse belge et française? Zéro sur ce bouquin. Avec des noms comme Chomsky, Shlomo Sand, Ilan Papé, Alain Grèche. On avait pris soin de prendre une série d'auteurs juifs, israéliens, il y en a plus que des arabes. On était clean, quoi. Eh bien, pas une seconde. Merci Orange, je vais terminer sur ce point, mais c'est très très important parce que je veux qu'on ait un débat, une discussion, et moi aussi je suis venu chercher des réponses à mes questions sur ça. On n'a donc pas eu une seconde à la télé, pas une ligne dans la presse écrite. Il y a vraiment un tabou. Et je pense que les deux questions qui ont été posées sont en lien, et une fois que j'ai dit ça, elles se relient. Là, je suis au courant pour l'histoire d'Ali Arras. On a publié des articles sur ça. Et je suis au courant que ça dure longtemps et que ça ne passe absolument pas dans les grands médias. Et ce serait intéressant d'avoir une discussion avec tous les acteurs autour de la table. Vous avez eu ça, pourquoi vous n'avez pas répondu? Pourquoi ce n'est pas passé? C'est là que la discussion avancerait. Maintenant, récemment, il y a eu un article qui me semblait être bien dans le Soir, mais effectivement, c'est beaucoup trop tard. Et pour moi, la question, elle est très simple. C'est notre ami le roi. Hein. Il y avait un bouquin à l'époque sur Hassan II et maintenant sur Mohamed VI. C'est notre ami parce qu'il défend nos intérêts, c'est-à-dire les intérêts des multinationales en Belgique et en France. Et on ne peut pas lancer une campagne contre ce tyran.
C'est pas un démocrate, c'est un dictateur, on ne peut pas lancer une campagne, parce que le tabou fondamental, c'est qu'on ne peut pas dire que ce sont les multinationales qui dirigent le monde, que ce sont elles qui ont tout à dire dans les guerres et les bombardements et les guerres civiles et les coups d'État, et on ne peut pas dire que ces intérêts-là, c'est ça qui dirige le monde, et que les citoyens, ils peuvent voter, ça ne change quand même rien, les grandes décisions, c'est pas eux qui les prennent. Donc je pense que l'affaire Ali Arras et sa censure, c'est lié à ça. Et effectivement, au niveau des syndicats, ben, ça n'est pas notre spécialité, on va dire. Jusqu'à présent, on a beaucoup plus travaillé sur l'international, par manque de moyens, par manque de force. On aimerait développer ça plus, mais bon, nous, on n'a pas de pub, on n'a pas de financement, donc on est obligé de se limiter aux sujets qu'on a un peu les forces de traiter, sur lesquels on peut se documenter, mais on a relayé régulièrement des points de vue de syndicalistes critiques, et on continuera à le faire, il faut nous les envoyer. Et on a soutenu ces 5 syndicalistes qui ont effectivement été licenciés de façon dégueulasse, alors que c'était très bons syndicalistes, c'est parmi les plus combatifs, ceux qui ont obtenu un meilleur résultat, et ils sont licenciés dans un grand silence. Merci. Donc je crois que, oui, il y a un tabou, il y a, comme l'a dit Jean-Jacques, une hiérarchisation de l'information, et c'est principalement en fonction des intérêts des multinationales qui ne souhaitent pas que les gens sachent. Quand vous dites au niveau du cordon sanitaire que vous donnez la parole uniquement aux partis dits démocratiques pour éviter des discours intolérables que la rédaction du soir n'accepte pas de l'extrême droite, si on part du postulat que certains partis dits démocratiques ont aussi un discours populiste et posent la question de l'étranger comme étant un problème, l'immigration comme étant un problème, les citoyens issus de l'immigration stigmatisés dans leur discours, le PS et le LR stigmatisent aussi les citoyens issus de l'immigration, même si c'est plus policé, parfois ça vire vers l'extrême droite. Donc vous laissez la parole à ces partis parce qu'ils sont dits démocratiques. Ils sont démocratiques, ils peuvent être populistes, mais on ne peut pas les comparer avec les partis d'extrême droite, même s'il y a des façons plus policées de présenter des choses, comme vous dites. Je pense qu'on ne peut pas comparer. On peut ne pas accepter 95% du programme du MR sans qu'on considère que le MR soit un parti d'extrême droite. Je ne pense pas. Je pense que vraiment, c'est pour ça que c'est avec l'extrême droite, c'est le FN, c'est le Vlaams Belang, c'est la liste de Becker, point barre. Donc il y en a 3 pour l'instant en Belgique que nous excluons sous forme d'interview. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne se penche pas sur leurs résultats, sur leur programme, sur leurs électeurs, sur leur impact. Pour le reste, Michel, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis. C'est pas vrai, tu peux pas dire qu'il n'y a pas eu une ligne à gauche ou à droite. On a fait 2 pages avec Chomsky. On a fait l'interview de 2 pages il y a 2 mois. Je parlais du livre Israël, parlons-en. Okay. On a vendu 7000 exemplaires. Ça, donc, c'est aussi un phénomène de société, sans une ligne, sans une seconde. Okay. Ça fait 20 ans que je travaille sur les médias mensonges, il n'y a pas une ligne. En même temps, par rapport au journal de Sarko-Baudouin et d'autres, je peux quand même pas partir du principe qu'on n'a pas fait en sorte d'essayer de donner aux gens une autre information que celle qui serait canalisée par des sources... Baudouin-Loos est effectivement un des rares journalistes qui témoigne de courage sur la Palestine. Ça fait 20 ans aussi qu'il est spécialiste. La vraie question, que je retournerai mais sans être pouvoir, c'est que les gens, comme on dit souvent, les gens, sur votre vidéo ou d'autres, disent évidemment on ne l'a pas dit. Moi je me souviens dans un autre auditoire au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, où ça chauffait dans le débat parce qu'entre les Croates, les Serbes, les Bosniaques, c'était un truc de dingue, et tout le monde disait oui, mais on ne nous dit rien. On a calculé le nombre de pages qu'on a écrites à l'époque, c'était 3 annuaires, enfin que 3, ça allait jusque-là. Est-ce que les gens les ont lues? Est-ce qu'elles étaient bien écrites? Est-ce qu'ils les ont retenues? Mais de dire qu'on n'informe pas les gens... Moi, je les ai lues, mais elles allaient toutes dans le sens de la version de l'OTAN. C'est ça le problème. Je voudrais savoir comment vous expliquez l'existence du cordon sanitaire dans notre pays, alors qu'il n'existe pas ailleurs, par exemple en France, par exemple. Il n'existe pas en Flandre. Oui, mais comment est-ce que vous expliquez? Monsieur Jean-Jacques J'espère, qui disait au début de l'intervention
qu'il n'y avait pas de censure ici en Europe, mais il faut savoir ce qu'ils pensent des lois mémorielles, qui sont une censure juridique de l'information. Et j'ai une autre question aussi pour M. Fiorelli, qui parle de cordons sanitaires nécessaires pour les idées de l'extrême droite. Moi, je viens de banlieue parisienne. Il y a pas mal de gens, de jeunes qui sont de plus en plus sensibles aux idées de l'extrême droite. Si vous n'informez pas sur l'extrême droite, alors comment ces jeunes peuvent alors se construire une image voilà. Il faut revenir sur un point que M. Roland a très bien évoqué, qui est celui de la complaisance des médias avec les systèmes tyranniques arabes. Maintenant que les systèmes égyptiens et tunisiens sont tombés, on les critique, on les pointe du doigt. Mais je pense éventuellement une question à M. Fiorelli. Quand est-ce que vous allez nous dire que la monarchie marocaine est une tyrannie? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est vrai que c'est un problème qui est souvent évoqué parce que c'est effectivement une censure. Donc il est interdit de nier le génocide nazi, dans les médias, mais il n'est pas seulement interdit de les nier dans les médias, il est interdit de nier à n'importe quel niveau, dans un ouvrage, etc. Ou de le minimiser. On a essayé d'ailleurs d'étendre cette loi mémorielle, la portée de cette loi mémorielle à d'autres cas de génocide plus ou moins avérés dans l'histoire. Moi, personnellement, je suis contre. Je pense que c'est une entrave à la liberté d'expression, comme je suis contre le cordon sanitaire. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'il faut, au contraire, informer beaucoup sur l'extrême droite, informer beaucoup sur le populisme, parce que c'est la principale menace sur notre démocratie aujourd'hui. Mais le cordon sanitaire, ce n'est pas une loi, c'est une pratique qui s'impose par consensus à l'ensemble des médias francophones, uniquement francophones. Et moi, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie derrière ça, parce que, effectivement, ça vient à considérer qu'un discours est légitime à partir du moment où il émane d'un parti qui a pignon sur rue et qui n'est pas un parti délégitimé par son discours général. Voilà, donc c'est un peu bizarre, et c'est un peu un cache-sexe. Voilà. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de complot mondial des médias pour nier ou pour cacher le rôle des multinationales dans les guerres, etc. Ça c'est pas. Ça, c'est vraiment la caricature. Ce qui est, à mon avis, beaucoup plus déterminant dans ce qui est diffusé ou qui n'est pas diffusé, ce sont des considérations beaucoup plus liées au marché, tout simplement. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va être lu? Qu'est-ce qui va être entendu? Qu'est-ce qui va être compréhensible? Qu'est-ce qui va être facile à expliquer? Plus c'est facile à expliquer, plus c'est bon. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus une question aussi de benchmarking des médias les uns par rapport aux autres. À partir du moment où une vérité, ou entre guillemets vérité, a été diffusée par des médias de référence, des grands médias de référence, dans un marché donné, ça devient une vérité sur laquelle les autres médias vont se mettre à surenchérir. Et donc ça va occuper de l'espace, ça va occuper énormément d'espace au détriment d'autres informations, sans doute beaucoup plus intéressantes, mais qui seront reléguées à la marge à cause de cette focalisation sur des sujets qui sont portés par des médias dominants. Pensez à cette affaire de la fausse agression antisémite sur une jeune personne dans le RER à Paris, qui était une mythomane complète, qui a cette affaire, qui était basée sur rien du tout, a fait un buzz médiatique absolument invraisemblable, jusqu'à des déclarations du président de la République, du Premier ministre à l'époque, etc. Pensez à la surestimation. C'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Oui, mais pas de la même chose. Si elle avait été musulmane. Justement, à une femme. S'il vous plaît. Oui. Pardon. C'est une bonne histoire, parce que c'est une histoire, comme l'a dit Le Monde dans sa petite chronique d'excuses aux jeunes des banlieues, que c'est une histoire qui est trop belle pour ne pas être vraie, effectivement. Donc elle allait dans le sens des préoccupations mercatiques des médias. Elle renforçait les idées acquises, les idées générales.
Voilà, je le déplore, hein, mais c'est comme ça. Je pense que c'est intéressant ce qui a été dit. Personnellement, je suis pour le maintien du cordon sanitaire, parce que quand je vois comment ça se passe en Flandre, à la télé flamande, où on présente Philippe de Winter et des gens comme ça, comme des types très sympas, souriants, dans des jeux, des histoires pareilles, je trouve que ça fait vraiment à la banalisation du fascisme. Et je pense que sur ce point, je rejoins ce que Thierry a dit. Il faut informer beaucoup sur les fascistes, mais pas en leur donnant la parole pour essayer de vendre leur salade. Mitterrand a fait ça pour des calculs électoraux, de pousser le FN à la télévision française. Ça a bien aidé Le Pen. Donc là, tu ne m'as pas convaincu. Je suis tout à fait d'accord sur la loi à propos du négationnisme. Je pense qu'on peut et on doit combattre les opinions négationnistes sur ce génocide-là et les autres, mais en même temps, je pense que ce n'est pas à un Parlement et à un pouvoir politique de dire de quoi il est autorisé à parler ou non, et je pense qu'il faut combattre les idées sans les pénaliser, et que c'est aux historiens à dire ce qui est vrai et pas vrai, ce qu'on peut diffuser, et pas au pouvoir politique. Sur le fond du problème, je crois que la caricature, c'est quand tu emploies le mot complot mondial à propos de ce que j'ai essayé d'expliquer. Je n'ai jamais parlé de complot et je pense pas du tout. Au contraire, ce n'est pas un complot. C'est le fonctionnement normal de l'information dans un système capitaliste. Je veux dire, si au niveau économique, on a des capitalistes qui font travailler des gens pour des salaires de misère de plus en plus bas, et à votre génération, c'est très dur de trouver un emploi correct, bien payé. Je ne vais pas parler pour ça d'un complot, je vais parler des règles de la concurrence normale. Le capitaliste qui ne fait pas ça, il va être évincé par son concurrent, il va disparaître, et donc ce n'est pas un complot, ce sont des structures économiques et sociales qui expliquent des phénomènes, pas besoin de complot, c'est tout à fait négatif d'employer ce mot-là. L'idée qu'on ne parle pas des intérêts des multinationales derrière les guerres parce que c'est un sujet trop compliqué et les gens n'aimeraient pas ou ne comprendraient pas, non, pas prendre les gens pour des enfants. Il y a très bien moyen d'expliquer que derrière les guerres, il y a des intérêts. Il y a très bien moyen de parler en termes simples des crimes des multinationales pétrolières dans le passé ou dans le présent, le fait qu'elles ont fricoté avec Hitler, le fait qu'elles ont organisé elles-mêmes des coups d'État, le fait qu'elles financent des dictateurs. On peut parler de ça en termes très simples, et je pense qu'en termes d'audimat, ça marcherait très bien. Donc c'est vraiment... le danger de ce raisonnement, c'est qu'alors on va finalement mettre la faute sur le public. On va dire, oui, mais les journalistes, ils passent ce que les gens ils aiment de lire, et donc finalement c'est votre faute à vous parce que vous achetez ça. Non. Le public, il est formé par les infos qu'il a reçues. S'il ne reçoit jamais d'infos sur notre ami le dictateur du Maroc, de Tunisie ou du Bahreïn ou de l'Arabie Saoudite, évidemment, il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il faut comme info pour chercher. C'est quand même aux médias à informer, et alors les gens seront avertis. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment des intérêts. L'exemple que tu as cité de cette jeune femme juive mythomane qui avait inventé son agression, c'est un excellent exemple. L'histoire, elle aurait été tout aussi belle si ça avait été une jeune fille musulmane qui l'avait racontée. Et ça passe pas. Parce que Israël est notre ami, Israël est l'ami de Sarkozy, et quand on analyse le système des médias, j'ai analysé justement dans Israël Parlons-en, quels sont les grands groupes en France qui font l'info. Tous les trois étroitement liés à Israël. Dassault, Bouygues, Dassault Figaro, Bouygues TF1, Lagardère, pratiquement tout ce que vous achetez dans les kiosques et les éditeurs, tous les trois liés par les armements, par le fric, par les profits, par les liens politiques à Israël. Donc oui, il y a un tabou là-dessus. Et donc on crée tout un système, on crée de l'islamophobie, et l'islamophobie c'est beaucoup moins porteur que la question de ce qu'on appelle l'antisémitisme, disons du racisme anti-juif, qui est évidemment à condamner. Mais il y en a un dont on va beaucoup parler parce que ça correspond à certains intérêts, et un autre dont on ne va pas parler. Je veux dire, en Belgique ou en France, qui souffre le plus du problème du racisme et du délit de sale gueule? Est-ce que c'est le jeune juif ou le jeune musulman ou le jeune noir? Dans un travail, à la porte d'un dancing ou dans des choses comme ça. Il n'y a pas photo sur ça. Et donc, c'est évidemment, il y a des intérêts derrière la division des travailleurs des jeunes, et il y a des intérêts qui font que, de ce point de vue, ces sujets sont pas importants. Excusez-moi si c'est pas clair, mais voilà. Non, Michel, désolé, mais encore une fois, je vais dire non, il n'y a pas des intérêts derrière, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Dassault, c'est pas Rossel et compagnie. Enfin, Dassault, Lagardère, Bouygues, ok. On n'est pas dans cette situation-là en Belgique. Absolument pas. Et pourquoi il n'y a pas une ligne sur Israël? Parlons-en. Parce que c'est... Peut-être parce que c'est Michel que Collomb. je connais. Mais il y a 25 cordons pages, sanitaires aussi, donc. par an sur la même réalité. Non, sur les guerres, sincèrement. On peut pas. Sur la version que vous avez sortie sur les guerres Irak, Yougoslavie, Afghanistan et Libye, il n'y a qu'une seule version. Et il y en a deux. Et pourquoi vous ne dites pas, ah, il y a une autre version, elle est contestée, faisons un débat? Pourquoi c'est tabou? Je pense que c'est pas tabou parce qu'on les a fait, les débats. On a peut-être pris position à un moment, pas comme pour clore le débat, et qu'on a pris éditorialement fait des causes, à tort ou à raison pour tel ou tel, mais je pense qu'on n'a pas fermé les fenêtres. Pour répondre aux questions cordon sanitaire, je vais juste renverser pourquoi en fait la Flandre à un moment a décidé de plus appliquer le cordon sanitaire. À mon sens, je ne suis pas non plus la vérité faite sur longue patte, je pense qu'ils se sont dit, si on continue avec le cordon sanitaire, c'est nier, en mettant les différents partis qui étaient butés par ce cordon sanitaire, presque 25% de notre population, de nos téléspectateurs, de nos lecteurs. Et que c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont décidé un jour, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne la parole aux dirigeants de ces partis, parce que ça reviendrait à dire, il y a 25% de fascistes flamands. On pourrait dire, oui, eux ont estimé que ça ne voulait pas dire ça, qu'on vote pour un parti d'extrême droite, pas forcément parce qu'on est d'extrême droite, parce que c'est un vote de protestation, parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on veut défier, et que c'est pas forcément toujours par conviction. Je pense que c'est leur analyse. Mon analyse à moi, c'est que depuis qu'ils sont ouverts et qu'ils sont passés au-delà du cordon sanitaire, je rejoins le groupe Michel là-dessus, je pense que les partis dits d'extrême droite, ils n'ont pas forcément les moins d'électeurs et d'influence. J'ai un tout petit peu brouillé les cartes, mais je ne suis pas sûr que ce soit une franche réussite. Nous, on continue à penser que tout en informant sur ce qu'est l'extrême droite, et on a fait des pages et des pages, et on continuera, on ne doit pas pour autant donner la parole à ceux qui représentent l'extrême droite. Les électeurs, on est allé faire, on est allé il y a 2 ans, 3 ans dans un quartier, c'est toi qui viens de France, c'est ça, je le dis tantôt, d'Anderlecht, La Roue, où on vote plutôt bien extrême droite. On a fait une enquête de, ça peut vous paraître ridicule, hein, c'est dit 4 jours, mais aujourd'hui c'est vraiment beaucoup en fait. Un journaliste, 4 jours sur un seul sujet, c'est quand même pas mal. Sur pourquoi là on vote extrême droite. Et pourquoi les idées qui étaient véhiculées là étaient fausses, la plupart du temps, dangereuses on va revenir dessus, réductrices, évidemment 1000 fois plus facile à propager que les discours, celui que j'essaie de tenir, disant non, on ne peut pas, parce que si on commence à rejeter l'un, après on va rejeter l'autre, et l'histoire nous a montré et que c'est plus facile de dire c'est à cause de lui qu'on a tel problème. Sur la monarchie marocaine, je pense qu'on n'a pas écrit peut-être tel quel c'est un tyran. Je pense quand même que, éditorialement parlant, tant avec Hassan que maintenant avec Mohamed, on a quand même plutôt pris position en disant le Maroc, je parle toujours de ce qu'il est l'édito, n'est pas une démocratie. Il doit y avoir 1 mois, je pense, on a donné la parole à une bonne partie de la communauté marocaine de Belgique sur comment les services secrets marocains sont à l'œuvre en Belgique pour surveiller tout ce qui se passe. Peut-être qu'on n'a pas écrit Mohamed VI égale tyran. Je pense qu'on n'a jamais écrit que c'était un grand dictateur. Sur le monde arabe, je trouve que quand même on peut estimer que le soir a été juste, a fait son job, peut-être parfois pas assez fort, qu'il faudrait 8 pages pour en faire qu'une. Colette Brackman, Baudouin Los, Jean-Paul Colette avant, sont quand même des gens qui ont pris position, qui ont enquêté, qui lisent beaucoup, qui ont souvent été interdits de séjour dans plein de ces pays arabes, hein, donc on n'avait pas de visa. L'Algérie, moi je me souviens, j'ai été refusé 10 fois, parce qu'on ne voulait pas que Fiorelli aille en Algérie. Pas parce que j'avais des longs cheveux par rapport à ce que j'avais écrit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tyran? Est-ce que vous avez osé le dire aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'écrive pas comme ça, mais encore une fois, on ne va pas subitement se dire aujourd'hui on écrit c'est un tyran.
avant des élections, On peut peut-être reformuler la question, M. Forelli. Comment se fait-il que le soir ne couvre pas plus ce qui se passe au Maroc, étant donné l'importance de la population d'origine marocaine dans Bruxelles? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Parce que ça, effectivement, parce qu'on n'est pas toujours les plus malins, parce qu'on a estimé... Quoi? Oui, parce qu'on n'est pas assez sûr, parce qu'on peut se tromper. Les journalistes d'origine marocaine, laissez-les peut-être parler pour répondre. Ça aussi. Mais je pense que c'est pas lié à ça. Il y a cet autre débat, c'est est-ce qu'on doit absolument avoir notre quota, puisque c'est ça, il nous faut absolument un journaliste d'origine maghrébine. On n'a jamais décidé qu'on n'en voulait pas. Il se fait que par rapport, rien que là je parle sous le contrôle notamment des professeurs, on a des stagiaires qui viennent de différentes universités. Par an, on en a 50, peut-être même 60. Je pense que sur les 60 qui nous arrivent des universités, on a 0,5% à ce stade-ci, en 2011, d'étudiants d'origine maghrébine. Je ne sais pas moi, je ne suis pas au cours moi. Est-ce que vous avez posé cette question dans le soir? Est-ce que c'est une question digne d'intérêt journalistique? Et si oui, a-t-elle déjà été traitée? Laquelle? Celle que vous venez d'énoncer, à savoir comment se fait-il, étant donné l'importance démographique de la population d'origine maghrébine, que vous ne recevez à l'issue d'un cursus de formation de journaliste que le pourcentage que vous venez d'évoquer? Ça peut se faire. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait? C'est pas de la discrimination de la part de l'université en tout cas. Non, c'est pour ça que je pose. Je pense que c'est vrai. Je disais, est-ce que c'est une question que vous jugez digne d'intérêt, et si oui, pourquoi n'a-t-elle jamais été traitée? Un, elle est digne d'intérêt. Deux, qu'elle n'ait jamais été traitée, ça il faudrait quand même juste me laisser le temps. On va vérifier, je ne sais pas, je pense que non. Trois, on a sûrement abordé la thématique plus générale sans se focaliser sur le journalisme, parce que le journalisme, ça reste qu'un microcosme, hein, une sorte de miroir. Mais on a quand même, encore une fois, je pense, je peux le dire autrement, certains de nos dirigeants, je parle dans notre maison, qui font plus partie d'une génération que moi j'appelle, de façon un peu plus dure, c'est un peu la beaufitude pour moi. Jean-Jacques a dit qu'il y a une forme de populisme qui gagne aussi le journalisme, qui ne veut pas dire qu'on met un filtre pour protéger des intérêts, mais notre lecteur, c'est catégorie sociale 1, 2, 3. C'est le mec qui a telle bagnole. Ses préoccupations, ce sera quoi? Vacances? Où je peux encore me faire plus d'argent? C'est quoi les bons services pour que je puisse me dire c'est où le meilleur restaurant chinois de Belgique ou quoi et tout? On est fort là-dedans actuellement. Et donc, sachant ça... Vous n'insultez pas un peu vos lecteurs, hein? Non, je n'insulte pas mes lecteurs. Actuellement, j'attaque plus mes résultats des études de marché. Qui se basent sur ces études-là. Et donc, ces directeurs-là estiment souvent que la rédaction, en fait, casse les bonbons à tout le monde avec les sujets comme l'immigration, le sida, le monde arabe. Ça rejoint, en fait, ce qui a été dit, c'est que le discours, c'est pas le discours, la mentalité ambiante, notamment de gens qui nous dirigent, et je le dis, mais ça, je ne me cache pas, hein, je ne dis pas, il ne faut pas couper, hein, je le dis, ce serait quand même plus où je peux bien manger, où je peux bien aller en vacances, où je peux bien bip, et c'est quoi le meilleur film ce soir, et est-ce que Philippe Gilbert va encore gagner? C'est les premières impressions que moi j'ai. La rédaction ne tombe pas forcément dans ce piège-là, doit parfois dire ok, on fait une manchette sur Philippe Gilbert et pas sur la série, mais je pense quand même franchement que le soir, il y a une rédaction, surtout la rédaction au Monde, qui ne se dit pas on va plus faire sur la longueur de la jupe de Carla Bruni que sur ce qui se passe, et on n'a pas attendu le printemps arabe dans le monde arabe. Ça franchement, je pense qu'on ne peut pas le dire. Ben oui, enfin bon, c'est extrêmement compliqué, mais je pense qu'on touche quand même à quelque chose de tout à fait central, c'est-à-dire que la politique éditoriale est de plus en plus dictée par des impératifs économiques. Il y a un système concurrentiel des médias, un système concurrentiel dans un marché difficile, avec des journaux quotidiens qui, en Belgique francophone, perdent du lectorat au lieu d'en gagner, donc qui sont en position défensive, et qui sont à la recherche de recettes miracles pour essayer de remonter la pente. Et ces recettes miracles, ben, ils vont les chercher où? Ils vont les chercher chez ceux qu'ils ont mis à leur tête, qui sont de plus en plus et exclusivement des managers venus de l'industrie privée, de la finance privée, etc. Bernard Marchand est un homme extrêmement estimable, mais il vient
pas du milieu de la presse. Il y a une trentaine d'années, les dirigeants des journaux, les dirigeants des rédactions, c'était des journalistes montés de l'intérieur vers ces postes de direction. Actuellement, les dirigeants des journaux, des médias, ce sont des gens qui viennent d'en haut, imposés par les actionnaires, imposés par les responsables, y compris dans les médias publics, et qui raisonnent en termes de marketing. La nouvelle appellation du service de recherche de la RTBF, c'est service de marketing stratégique. Ça vous dit tout, n'est-ce pas? C'est tout à fait clair sur l'évolution interne des médias. Et ça se remarque tous les jours. Vous lisez n'importe quel journal, vous comparez avec le journal d'il y a 30 ans, vous allez voir que cette mentalité-là, elle a percolé, y compris dans les journaux dits, jusqu'à présent, de référence ou de qualité, simplement parce que le marché est difficile, parce que la concurrence est extrêmement dure, et sur le marché audiovisuel encore plus. Hein, c'est vraiment garder sa part de marché, garder son électorat, garder son lectorat, garder son audimat, avec des recettes qui sont éprouvées dans d'autres secteurs, qui sont éprouvées dans d'autres domaines de l'économie, qui malheureusement sont appliquées de manière aveugle au secteur des médias. Alors que là, ce qui est grave, c'est que dans le secteur des médias, on joue avec des représentations sociales, on joue avec des idées, on joue avec la manière dont le monde est vécu et senti par les citoyens, par les lecteurs, par les auditeurs, par les téléspectateurs. Et donc, on a, on le veut ou non, une influence là-dessus. Je pense que les managers ne se rendent pas compte de ça. Eux, ce qui compte, c'est les chiffres. C'est le graphique de montée et de descente des ventes, c'est tout. Simplement, je l'ai dit, je crois que la situation n'est pas la même en France et en Belgique, simplement. On a, je l'ai dit, la chance, ou je ne sais pas s'il faut appeler ça la chance, d'avoir des éditeurs qui ne sont que éditeurs, tandis qu'en France, il y a une complicité absolument scandaleuse entre l'industrie de l'armement, par exemple, et des grands médias, entre des industriels qui tirent leurs ressources de contrats passés avec des pays étrangers, notamment dictatoriaux, ou avec l'État français, hein, notamment. Bolloré, il vit presque exclusivement de contrats publics qui lui sont attribués parce qu'il est un bon ami du président de la République, et en même temps, il dirige, il contrôle de grands médias. Voilà, ce sont des cas tout à fait évidents. Lagardère, c'est pas la peine d'en parler, Dassault, etc. Donc, ça c'est vrai. En Belgique, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire pour autant que les médias belges sont à l'abri de cette mentalité de marketing dont je viens de parler, parce qu'ils sont obligés, sur un marché donné, de survivre, de faire du profit, etc. D'ailleurs, on peut très bien remarquer qu'il y a des groupes de presse qui font d'intéressants profits sans pour autant augmenter leur tirage. Simplement parce qu'ils ont trouvé des créneaux, ils sortent des suppléments, ils sortent des mensuels spécialisés dans des domaines bien particuliers où on peut recourir à la publicité avec des tarifs très supérieurs à ceux qu'on applique dans la presse, où on peut avoir des niches, hein, des clients de niche, des clientèles de niche, des clientèles de luxe, etc., etc. Et par exemple, Rossel est un groupe très très florissant, bien que les chiffres de tirage des quotidiens édités par Rossel ne soient pas tellement extraordinaires. Donc, ce qui prouve qu'on peut, avec une politique économique très fine, une stratégie économique très fine, faire du profit sans pour autant se préoccuper du contenu. Juste un mot petit tourné, pardon, pour dire que quand j'entends la manière dont ce débat aussi a tourné, c'est très intéressant d'avoir été d'un côté, maintenant d'être de l'autre et de se retrouver observateur. Je dis qu'il y a aussi c'était une bonne illustration du fait que le citoyen a aussi la possibilité d'influencer le débat médiatique. C'est ce que vous venez de faire sur certains sujets, en montrant que votre voix de citoyen, de lecteur, de téléspectateur, etc., peut être entendue à certains endroits et peut donc aussi influencer la manière dont les journalistes s'intéressent à certains sujets ou ne s'y intéressent pas, selon ce que vous avez ressenti dans la position que vous occupez, et aussi éventuellement apporter finalement un autre regard sur cette information dans laquelle vous vous sentez d'une manière ou d'une autre injustement entendu, que ce soit légitime ou pas d'ailleurs. Ce qui est vrai ici pour l'information dont on a parlé à propos de ce détenu belge au Maroc, ou bien à propos de la jeune fille qui avait inventé son agression dans le métro, c'est vrai aussi pour d'autres sujets et d'autres catégories de personnes, ce qui prouve bien qu'il y a aussi dans ce jeu d'influence des
influences qui sont plus fortes que la nôtre, il faut le reconnaître, c'est comme ça. Et les médias se font parfois aussi l'écho de ce genre de lobby. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des lobbies qui influencent énormément l'information. Et c'est aussi un sujet éminemment humain. Vous avez face à vous des personnes faillibles qui essayent au quotidien de faire, et bien entendu qu'elles doivent être soumises à la critique extrêmement aiguisée des lecteurs, des consommateurs, puisque que vous le vouliez ou non, vous êtes consommateur d'informations. C'est tant mieux qu'elles soient soumises à cette critique. Et vous pouvez très bien porter plainte au Conseil de déontologie journalistique si vous considérez qu'une information a été maltraitée, a été traitée partiellement, est fausse. Il y a des possibilités qui existent. Mais donc, n'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas aussi qu'à l'intérieur de ça, votre influence, elle peut aussi utiliser les moyens de technologie moderne. Le délégué général aux droits de l'enfant, après avoir fait le constat depuis très longtemps que l'information, j'en repars vers l'information qui traite des jeunes, était souvent une information terriblement négative, presque toujours d'ailleurs une information terriblement négative qui présente les jeunes sous une image mais délétère, inquiétante, terriblement injuste en fait au quotidien. Ben, on a fait quoi? On a créé un site internet qui s'appelle enlignedirect.be sur lequel on n'essaye pas de faire de la fausse information ou de la contre-information. On essaye de donner écho à des initiatives qui nous semblent positives, politiques, éminemment politiques, parce que justement elles traitent de la réalité quotidienne de ces jeunes, dans tout ce qu'elle a de diversifié, qui ne les plonge pas uniquement dans la bassine du drogué, du buveur, du fumeur, du décrocheur scolaire, etc. Eh bien, je pense que en ouvrant, d'abord en répondant aux mêmes critères, ou en tout cas à des critères similaires d'éthique et de déontologie que les journalistes professionnels dans les médias de masse, ce genre de nouvelles sources d'informations qui ressemblent finalement à une banque de données ou à une agence qui serait très spécialisée dans l'information de la jeunesse, peut avoir une influence positive sur l'image des jeunes, parce qu'elle sera une source supplémentaire pour certains journalistes dont on sait que leurs conditions de travail sont extrêmement difficiles et qui viendront peut-être y chercher une autre manière de traiter de l'information. Et tout ça prend du temps. Il faut aussi que vous réalisiez que vous avez une possibilité d'influencer les choses. On ne va pas renvoyer le citoyen à faire le journal lui-même, et quoique, pourquoi pas d'ailleurs, mais qu'il participe du débat médiatique, c'est important. D'où l'importance aussi de l'éducation aux médias pour que tous les citoyens puissent y participer. Vous avez la chance aussi d'être dans une université qui vous permet d'avoir une réflexion, de réfléchir sur vous-même, de réfléchir sur l'info. Il y a des tas de couches de la population qui aujourd'hui ne savent même pas s'acheter le journal. Pourquoi? Parce que c'est trop cher que d'acheter un journal. Ça les empêche de nourrir une famille de 3 ou 4 enfants par jour. Donc ça aussi c'est très important. C'est l'information pour tous et donc une information de qualité pour tous à laquelle tous participent et ne sont pas sujets mais aussi sont acteurs. Ça c'est très important. Donc d'une part nous avons la chance de vivre dans un endroit confortable et plaisant. Mais n'est-ce pas un prix que nous payons pour justement être endormis face à un système que vous décrivez vous-même comme étant, enfin, vous ne mettez pas ces mots-là, je les mets moi-même, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu contradictoire. Je ne sais pas si c'est assez clair. Vous aviez deux petites questions. Oui, et à M. Colomb, moi personnellement je suis vraiment d'accord avec absolument tout ce que vous dites jusqu'à présent, mais ma question, justement, face à des médias que vous et moi pensons vraiment pas libres et auxquels peu de gens ont vraiment accès, à part des gens qui ont les moyens financiers et militaires, etc., de le faire. Ne pensez-vous pas que, et là je me permets un petit peu de vous adresser une critique, ne pensez-vous pas qu'au lieu de simplement dire à des colloques comme celui-ci ou à la télévision, etc., ne pensez-vous pas qu'au lieu de marteler la vérité telle que nous la voyons nous, au lieu de faire ça, ne serait-il pas plus intelligent peut-être de, justement, au lieu d'essayer de convaincre les médias de changer, de nous changer notre façon de procéder et de faire en sorte d'avoir une exposition médiatique en se rendant sympathique au public, en distillant son discours habilement comme le font beaucoup de politiciens et beaucoup de dirigeants économiques,
ne devrions-nous pas, nous aussi, utiliser ces procédés-là pour se faire connaître, avoir une notoriété positive, une image positive, et qu'on ne se fasse pas traiter de clown dès qu'on mentionne Hugo Chavez? Ne pensez-vous pas qu'on devrait plutôt aller dans ce sens-là? Et une fois qu'on a gagné la sympathie et la notoriété nécessaire, de permettre aux gens de venir consulter tout simplement notre site internet, où là vous pouvez déblatérer toutes les vérités, les expliquer en long et en large, de manière sincère et directe. Je suis content que vous posiez la question qu'est-ce qu'on peut faire, et pas seulement essayer de convaincre les médias dans un débat. Mais heureusement, je ne fais pas que ça. De toute façon, ce soir, j'ai échoué, puisque j'ai essayé de dire que ça fait 20 ans que je fais des tests médias sur les guerres en disant voilà, vous avez dit ça, ça et ça et ça, et ça n'est pas passé. Pourquoi? Et j'ai toujours pas vraiment eu la réponse de Thierry à ma question. Je vais lui remettre un petit document qu'on fait après chaque guerre. C'est ce qu'on a appelé un test média, et c'est que valait notre info sur telle ou telle guerre. Donc on a fait ça sur l'Irak, on a fait ça sur l'Yougoslavie, on fait ça régulièrement. Ça sur Chavez aussi. Et en fait, nous reprenons tout ce que les médias ont dit, j'insiste au niveau des faits, hein, des événements, pas des éditos, ça chacun a le droit d'avoir son opinion, mais au niveau des faits et des événements, on reprend... Oui, ça va. Merci. Merci de me donner ici de la visibilité. On reprend donc des faits, et on dit poliment, bon ben là vous avez dit ça, mais en fait vous n'avez pas dit ça, ça et ça, et c'était faux. Et d'ailleurs, tu as cité ce débat que j'ai eu quelque part ici à l'ULB au lendemain de la guerre contre la Yougoslavie avec Djemichi, le porte-parole de l'OTAN. Et c'est un débat qui a été filmé, qu'on a en cassette. Et je lui ai dit, vous avez menti sur ça, sur ça, sur ça. En fait, vous avez menti sur quasi tout. Et bon, la guerre était finie depuis 1 an, donc ça n'avait plus d'importance. Et il a bien été obligé de reconnaître que sur toute une série de faits, important, l'essentiel, ils avaient menti, ils avaient manipulé l'opinion publique. Je rappelle cette citation d'un général de l'OTAN au lendemain de cette guerre contre la Yougoslavie. L'opinion, ça se travaille comme le reste. Donc, on ment, et ce qui compte, c'est les résultats. Alors, je sais que les journalistes, ils n'ont pas toujours le temps de courir après à vérifier tout ça, et comme l'a dit Jean-Jacques, ils sont dans l'urgence, il faut produire, on n'a pas le temps de vérifier. Mais s'il y a des gens qui vérifient, et qui disent de façon sérieuse et fiable, là il y a un mensonge, là il y a un mensonge, ben dites-le au moins. Et je m'excuse, mais moi je ne serai satisfait que quand je verrai des faits et pas seulement des déclarations, parce que ces guerres, ça fait des victimes, et vous avez une responsabilité de donner une info comme ça sur ces guerres, et de ne pas dire qu'il y avait une autre version et qu'en fait on nous a menti, on nous a embobiné. Donc je vais remettre ces 2 tests médias, et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un débat sur ça, au soir ou ailleurs. On pourrait dire, voilà, vous avez dit ça, est-ce que vous accepteriez de dire au public, ah, là, vous savez, il y a eu une manipulation d'infos. Et si vous dites, nous, journalistes, on a nous-mêmes été floués, très bien. Moi, je ne suis pas pour dire tous les journalistes pourris, je sais dans quelles conditions vous travaillez. Mais est-ce qu'on vous laissera faire un débat en disant, il y avait une autre info, et quand on vérifie les faits, on doit reconnaître que quand même, il y a des arguments pour ça. Pour répondre à cette question, que faire, c'est la chose que j'avais envie de dire en finale. Je ne sais pas, on va aller prendre un verre ensemble, parce que je ne suis pas sûr que j'ai bien compris, quand vous dites, n'essayez pas de convaincre les médias, mais de distiller votre message de façon sympathique. Merci, on prendra les conseils pour le faire de façon plus sympathique. C'est vrai que quand on passe à la télé 1 fois tous les 10 ans, on est un peu stressé, on a tellement de choses à dire, on peut peut-être être un peu trop nerveux. Donc, je prendrai tous les conseils sur ça. Mais on a 3 minutes. Donc, je m'a dit que je savais le faire. Mais si c'était pas mieux d'essayer, parce que vous voyez là de me poser ma question. Mais moi, je pense que la solution, là, je ne vais pas encore être populaire à ma gauche, mais je pense que la solution, c'est pas de faire confiance que ce système des médias va pouvoir se réformer, parce que je pense qu'il est dans cette voie que Jean-Jacques a décrite. Je lis les soirs tous les jours, c'est un journal talentueux, bien fait, qui cherche désespérément à garder l'Eurodimat, parce qu'avec le vieillissement du lectorat, c'est un problème. Donc on fait des suppléments qui vont faire des pubs, ceci, cela. Et on ne peut pas passer des infos qui ne sont pas désirables pour les annonceurs. Il faut avoir le courage de le reconnaître. C'est principalement les annonceurs le premier public d'un média. On ne peut pas passer
des infos sur les crimes des multinationales dans les guerres. Ça, je le maintiens. Et je pense qu'on pourrait faire un débat très précis sur ça, fait à l'appui. Il ne faut pas me croire sur parole, il ne faut pas croire l'inverse sur parole non plus, il faudrait vérifier fait à l'appui. Mais pour conclure et ne pas être trop long, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on a tous une responsabilité par rapport à l'info, et pas seulement de poser les bonnes questions aux journalistes de temps en temps dans un débat, mais de faire de l'info soi-même. Et je pense que c'est tout à fait possible. L'exemple de Wikipédia, on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que potentiellement, Wikipédia, c'est quelque chose de supérieur aux médias traditionnels et de la concurrence. Pourquoi? Parce qu'on met ensemble des savoirs de gens qui n'ont rien à vendre, qui ne sont pas dans une idée de concurrence, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire de l'investigation, vous n'avez pas le temps parce qu'il faut produire vite. Et donc vous êtes en concurrence avec l'ADH, avec la RTBF, avec ceci ou cela, mais qui dit que le journalisme, ça doit être un truc pour gagner de l'argent, pour produire vite de l'info, alors que le journalisme, ça pourrait être, et en tout cas ça devrait être la mission d'un service public, que ce n'est pas pour gagner de l'argent et pour aller vite, mais pour apporter aux citoyens l'info dont ils ont besoin. Et Wikipédia le fait, et avec nos tout petits moyens ridicules, parfois on arrive à faire du meilleur travail que dans les médias mainstream, parce que nous, on peut compter sur un réseau de gens dans le monde entier qui peuvent nous donner des infos. On peut faire appel à de la coopération. Je peux par exemple poser à notre réseau, on a plusieurs centaines de gens dans le monde, je dis, j'ai pas d'infos sur ça, j'ai envie de savoir ce qui se passe là, est-ce que vous avez, et vous seriez surpris de voir le genre de choses que je reçois. Ça, c'est un système d'infos qui est supérieur au bonhomme qui est obligé de sortir son papier pour 5h ou 6h ou 7h du soir, je ne sais pas, pour avoir vite X lignes dont la qualité n'est pas pour l'annonceur, n'est pas l'élément fondamental. Donc je pense que c'est un type d'info sur lequel, et c'est pour ça que j'ai fait circuler, je conclus, pardon, c'est pour ça que j'ai fait circuler le carton pour s'inscrire à la newsletter pour ceux qui ne savent pas. C'est non seulement pour que vous puissiez recevoir nos infos, mais aussi que vous puissiez nous écrire, nous faire des propositions, contribuer à des articles, à des recherches, à des traductions, à des recoupages, etc. Donc le thème de ce soir, c'était bien les médias sont-ils libres? Je crois qu'on a quand même, ça on entend, je crois qu'on a quand même une réponse. C'est non par le marché et non par ce qui n'a pas été assez développé, c'est-à-dire cette espèce d'éthocentrisme, cette capacité, enfin cette presque obligation naturelle à renforcer les préjugés. Par exemple, Jean-Jacques a justement cité cette affaire de la jeune fille de RRD. Il n'y a même pas 6 mois, il y a eu l'affaire Saïd Bourarache, un vigile du nord de la France, enfin dans les banlieues plutôt parisiennes, qui a été agressé par 6 délinquants. Là, c'est l'inverse. Non seulement c'est vrai, il est agressé et il en meurt noyé, mais en plus tous les agresseurs sont juifs. Bon, ben ça a été plus ou moins rappelé en radio française. Je crois que ça n'a même pas fait En général, nous on est très friands ici dans les médias belges de ce genre d'affaires. En tout cas, la jeune fille du RRD, ça, on en a parlé ici dans les médias. Cette affaire-là, on n'en a pas parlé. Bon, moi j'ai une question, c'est est-ce que nos médias ici en communauté française, on doit continuer à poursuivre ce chemin, qui sont 2 chemins pour moi mythiques, c'est-à-dire d'une part, annoncer sans arrêt qu'on est libre, alors que moi je travaille dans 8 rédactions différentes, je ne sais pas combien de fois j'ai été censuré, et en appliquant simplement les principes de déontologie que j'ai appris ici dans cette université. Bon, je ne vais pas rappeler non plus le film que j'ai réalisé, etc. Donc, d'une part, le mythe de la liberté, finalement, est-ce que les médias traditionnels ne peuvent pas avouer leurs limites, simplement ce serait faire œuvre de réalisme, et puis aussi de respect du public, d'une part, et d'autre part, effectivement, la volonté, quelque part, cette crédibilité qu'ils ont toujours gardée, ils sont pour moi vraiment en train de la perdre, à la fois en investissant le champ du net, qui est toujours, même si beaucoup... J'avais dit 2 minutes. Ouais, d'accord, je t'ai vu. En investissant ce champ du net, les médias traditionnels essaient de récupérer une certaine crédibilité perdue. Moi, ce que je vois autour de moi, chez les jeunes, etc., de manière générale, c'est que quand les médias, surtout s'il y a une guerre, disent quelque chose, il faut penser l'inverse. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose de récurrent. Et bon, les derniers conflits le montrent amplement.
pourquoi il n'y a pas de débat dans le soir de la RTBF sur le fait que, enfin en tout cas pas assez, sur le fait qu'un gouvernement à affaires courantes va agresser un pays comme la Libye, pour quelles raisons exactement, etc. Pourquoi il n'y a pas un débat sur qui disait vrai dans les résultats de Côte d'Ivoire? Pourquoi parce que la communauté internationale reconnaît un des candidats et qu'une partie nombreuse, à la fois dans les populations africaines, mais aussi en Belgique, se disent oui, mais on a des rapports qui montrent qu'il y a eu des fraudes, etc. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels, je pense, c'est pas une question uniquement de marché ou de publicité, mais c'est une question, et là je reviens là-dessus, d'ethnocentrisme. Il y a rien à faire. Pourquoi Fadil Al-Anan, que j'ai entendu citer, je crois, en tout cas dans les rapports sur la diversité, des beaux rapports sur la diversité, ça fait 15 ans qu'on en fait, pourquoi les rédactions de la communauté française n'ont pas des Belges d'origine marocaine qui, depuis longtemps, depuis 3 ans au moins, et même autres, auraient dit que l'affaire Aliara, c'est un scandale. C'est pas un truc qu'il faut sous-traiter ou qu'il faut accepter de sous-traiter. C'est, après, les Belges d'origine marocaine qui peuvent être torturés parce qu'on ne va pas critiquer le 6, ce sera qui? C'est la mission des journalistes de ne pas être demandeurs de savonnette, mais de dénoncer des vraies choses et de créer le débat. Effectivement, quand je dis qu'il y a que jamais les médias n'ont été aussi libres, je parle évidemment d'un point de vue institutionnel et juridique. On vit dans un régime, on vit dans une série de pays d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord, etc., où les médias sont complètement libres. Et c'est d'autant plus grave qu'ils ne fassent leur métier qu'aussi mal, et qu'ils ne soient pas aussi, et qu'ils répondent aussi mal aux attentes qu'on peut légitimement avoir à leur égard en tant que citoyen, en tant que consommateur, entre guillemets, d'informations. Donc ils ne peuvent même pas s'abriter derrière l'idée qu'il y a une censure. Et je pense qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas non plus de censure des publicitaires. Il y a dans la plupart des médias, sauf petits médias sans véritable audience, il y a une véritable imperméabilité entre la publicité et la rédaction, mais c'est évident que la présence contiguë de publicité et de contenu rédactionnel, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans la presse, a une influence sur la perception qu'on a du monde, sur la manière dont on parle dans les médias, sur le langage qu'on utilise. C'est évident qu'il y a une espèce de... que le langage publicitaire déteint sur le langage des médias, etc. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas je fais de la pub pour mes avions d'assaut dans le journal, donc vous ne pouvez pas parler du rôle de Dassault dans le monde. Enfin, c'est un peu caricatural, mais je le connais, mais c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus complexe. Effectivement, grâce à ce système de protection de la liberté de la presse, il y a des médias alternatifs qui naissent. Et vous savez que si, par exemple, Wikipédia a instauré son centre opérationnel en Belgique, c'est parce que nous bénéficions en Belgique de la loi de protection des sources la plus libérale du monde. Et que les gens qui utilisent des sources rédactionnelles et journalistiques en Belgique sont les mieux protégés du monde. C'est la raison pour laquelle le noyau, le nœud opérationnel de Wikipédia est situé en Belgique. Parce que ça permet à toute personne, y compris des non-professionnels, d'être protégés contre une enquête sur l'origine de leurs sources. Donc c'est très très important. Cela dit, il ne faut pas non plus déifier comme ça les médias alternatifs. Wikipédia a publié des documents absolument scandaleux émanant d'un journaliste escroc qui s'appelle Jean Nicolas sur l'affaire Dutroux, par exemple, sans se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc personne n'est à l'abri d'erreurs, personne n'est à l'abri d'un manque de critique. Et je crois que la seule leçon qu'on peut conserver et qu'on peut garder constamment présente à l'esprit, c'est qu'il faut rester critique erga omnes et à tous égards, et pas seulement envers ceux qui disent des choses qui nous déplaisent ou qui ne correspondent pas à nos préjugés, à nous. Je vais vous raconter une anecdote qui vous parlera peut-être sans pouvoir apporter de véritables réponses qui soient sensées dans la situation que vous avez vécue. Je racontais à Jean-Jacques que depuis que je suis dans ma nouvelle fonction, je suis amené à devoir intéresser les médias au travail de l'institution pour laquelle je travaille, qui est le délégué général aux droits de l'enfant. Et un jour, sur un sujet qui avait l'air de passionner beaucoup de monde, puisqu'on avait, c'était un colloque que nous organisions à Liège sur les enfants victimes de violences conjugales,
Nous avions 550 propositions d'inscription pour un colloque où on ne pouvait accueillir que 330 personnes et je me suis dit, ben, ça c'est bingo, c'est super. On a fait la même publicité que d'habitude sur ce sujet. On a envoyé le communiqué de presse et j'ai un carnet qui compte, grâce à mes fonctions antérieures, bien plus que 70 contacts dans les médias. On échangera un jour si vous voulez. Et on n'a eu personne, pas un seul média. Alors qu'on pourrait se dire qu'avec l'histoire de la Belgique, avec l'histoire récente, avec ce fait que les enfants se trouvent régulièrement d'ailleurs dans l'information parce qu'on sait que ça fait a priori vendre, souvent d'ailleurs comme victimes ou comme abusés et pas du tout comme participants de l'information d'une manière où ils ont une voix à émettre pour participer du débat, hein, pas du tout. Et ben voilà, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. La qualité du débat était extraordinaire selon mes critères qui étaient assez hauts sur le sujet. C'était la première fois qu'on en parlait véritablement. C'était la première fois qu'un tel événement était organisé. Nous avions des professionnels qui venaient de l'étranger et de Belgique pour en parler. On n'a eu personne. Zéro média. Pas un, pas deux, zéro. Une radio locale universitaire qui nous a fait l'honneur de parler de ce qu'était notre sujet ce jour-là. Alors voilà. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose ce jour-là, et donc j'en reviens à ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est que ce n'était pas le bon sujet du jour. Et vous savez pourquoi? Ce jour-là, il a neigé. Et que quand il neige, c'est fédérateur. C'est fédérateur. Et qu'avant de parler des enfants victimes de violences conjugales, on va d'abord rassurer le monsieur sur sa voiture, qu'on lui a d'abord expliqué laquelle il devait acheter, combien il allait payer son essence, en essayant de le rassurer sur le fait que là où on va chercher son essence, on ne va pas trop faire la guerre quand même, et probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on n'appelle pas les tyrans des tyrans dans ce genre de circonstances, parce qu'il faut aussi faire vendre son journal. Et une dernière chose, moi je ne suis pas, ça sera mon dernier mot, si vous permettez, je ne suis pas persuadé que il faille non plus trop fermer en introduisant de la spécialisation qui serait communautarisée dans des rédactions. Je ne suis pas certain qu'on couvre bien le Maroc parce qu'on est bien marocain. Il faudrait être cycliste pour couvrir les courses cyclistes, il faudrait être footballeur pour couvrir le foot, il faudrait être pourri pour couvrir la politique. Je reprends les mots de Jean-Jacques. Et auquel j'adhère complètement. Je pense que tout ça, c'est une question d'éducation, de formation permanente et de critique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je crois que c'est très important d'être critiqué dans son travail, de telle manière à se remettre en question quand on le fait. Et j'avoue que, après beaucoup d'années de bonheur et de critique, j'ai choisi de quitter le journalisme parce que je n'y trouvais plus, moi, mon bonheur, parce que je ne pensais pas pouvoir faire le métier que j'avais encore envie de faire, même dans un organisme public. Parce que je trouvais qu'il y avait justement ce côté mercantile qui prenait de plus en plus de place. On me disait, tu coûtes trop cher. Je disais, mais ça coûte une personne à temps plein qui était moi, et une personne à tiers-temps qui était le technicien, et une personne à mi-temps qui était passée à 2 tiers-temps, qui était l'assistante de production de l'émission pour une émission de 2 heures hebdomadaires qui demandait beaucoup de production et de post-production, qui, je pense, faisait le boulot du service public. Donc on attend qu'il le fasse puisque ça fait partie de ses missions. Ça coûtait trop cher. Tout ça coûtait trop cher. Et je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion sur qu'est-on prêt à investir pour pouvoir continuer à tout dire et pas n'importe quoi. Non, Olivier, moi j'ai pas beaucoup insisté sur le fait qu'on soit libre ou pas. J'ai plutôt essayé d'insister sur le fait qu'on était indépendant, qui est quand même pour moi différent, avec plein de lacunes. Indépendant. Ça veut dire qu'on n'a pas de pression, ni d'annonceurs. On va les chercher, et c'est pas eux qui arrivent tout seuls. On va les chercher et ils savent pas ce qu'il y aura à côté. Et c'est vraiment aberrant d'imaginer qu'aujourd'hui en Belgique, n'importe quel annonceur va se dire « Vous écrivez quoi sur la guerre, sur le pétrole, sur ci ou ça ?» C'est faux. Je vous le redis, c'est pas vrai. Il a le droit le lendemain de se dire « Moi je ne mets plus une pub là-dedans parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit dans l'édito. » Tant pis pour nous. La pub nous permet
de faire des reportages, d'envoyer des gens à l'étranger, de faire un journal arabe il y a 10 jours, je pense, avec 5 journalistes pendant 4 jours depuis Tunis, de faire un spécial communauté marocaine de Belgique il y a 1 mois à travers tout le journal. On a rencontré plusieurs personnes, même si on n'a pas les journalistes d'origine marocaine. J'espère qu'on en aura, j'espère qu'on aura plus de femmes, j'espère qu'on aura plus de tout. J'espère qu'on pourra engager de nouveau un jour. On n'a plus engagé un journaliste depuis... Il y a la contradiction de la diversité et puis de l'absence de journalistes d'origine marocaine qui peuvent évidemment traiter de BHV ou de la LVA, qui ne doivent pas traiter des Marocains. C'est ça que vous ne comprenez jamais. C'est ce côté où il y a toujours un contraste entre... c'est toi qui as introduit l'ambiguïté, parce que tu dis qu'on ne parle pas de ça parce qu'il n'y a pas de... Ces discours sur la diversité, vous les tenez tout le temps, et en même temps... Et toi, tu tiens tout le temps le discours ambigu. Je te permets de prendre ta place de modératrice que tu ne fais pas depuis le début de la conférence. Non, mais... Merci. Olivier, moi je peux juste te dire que la moyenne d'âge, je parle toujours que du journal le soir, je ne connais pas le reste. La moyenne d'âge de la rédaction du journal le soir, c'est 47 ans. 47 ans. Donc je pense qu'il y a un journaliste le plus jeune, il a 27 ans. Donc on n'engage pas toutes les années une kyrielle de jeunes diplômés belgo-belges. On n'engage pas. C'est pour ça peut-être pas le bienvenu en Algérie. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on n'était pas le bienvenu en Algérie pour ce qu'on écrivait, quand même par rapport au régime en place. Ce que je pense par contre, c'est qu'on est défaillant. Je reconnais, la presse est défaillante, tout en étant indépendante, mais sûrement pas parce qu'elle est, comment dirais-je, complice de quelque chose ou qu'elle a ce côté machiavélique de se dire ça on va faire, ça on va aller, ça on va pas aller. Le rassemblement de madame, je sais pas quand c'était, je sais pas, je sais pas, est-ce que... Mais non, mais... Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? S'il vous plaît, on va laisser répondre. Juste, vous savez, des rassemblements, notamment à Bruxelles, je pense qu'il y en a une dizaine tous les jours. Je ne suis pas le central qu'il y a un rassemblement là, donc moi je ne gère pas tout. Hein. Donc pour l'instant, je m'occupe du service polémique, où il y a des débats, vous le savez bien, tous les jours. On peut estimer qu'il n'y en a pas eu assez. À partir de quand c'est assez ou c'est pas assez, ou c'est trop long. On rentre doucement dans le subjectif. Sur la Côte d'Ivoire, clairement, on n'a pas bien fait notre job. Je te l'ai dit hors antenne, donc tu le sais, on n'a pas été bon. Sur ce qui se passe par rapport à la Libye et ailleurs, tant qu'il y a un lecteur du soir, je répète, tu ne peux pas me dire qu'on ne fait pas notre job de débat. Sur l'enquête sur place, encore une fois, on en revient à une question de moyens. C'est que pour qu'on ait des gens sur place, ça coûte cher, que ceux qui déboursent, qui sont nos patrons, décident parfois de ne pas délier les cordons pour ce genre de reportage, pas parce qu'ils ne veulent pas que l'information passe, parce qu'ils estiment, peut-être à tort, que ça coûtera trop cher par rapport à l'intérêt de l'électeur. Défaillant, oui, machiavélique.